Il y a 3 ans, ma fille m'a dit que je n'étais plus la bienvenue chez elle. Pas pour une visite, pas pour un week-end, plus jamais. C'est arrivé un jeudi après-midi ordinaire. Le ciel avait cette pâleur hivernale bleutée qui semble pouvoir se briser si on le touche. Et le vent portait une morsure glaciale qui s'infiltrait jusqu'au plus profond de mes os. Je m'appelle Christine Lemaire et à 58 ans, je croyais avoir compris les cruautés de la vie. Je me trompais lourdement. J'avais pris la route jusqu'à chez Vanessa après qu'elle m'eût envoyé un message plus tôt dans la semaine disant que nous devions parler en personne. Ma fille avait toujours été directe, quelque chose qu'elle tenait de moi et certainement pas de son père. Alors le flou de son message m'avait laissé mal à l'aise. Pourtant, je pensais que nous prendrions peut-être un café à sa table de cuisine et que nous réglerions la tension qui s'était installée entre nous depuis mon divorce d'avec Jacques. Au lieu de m'inviter à entrer, Vanessa m'a accueillie sur le pas de la porte, une main sur le chambranle comme si elle le maintenait en place contre une tempête. Son visage était calme, mais ses yeux qui étaient exactement les miens, étaient plus froids que je ne les avais jamais vus. « Tu n'es plus la bienvenue ici, maman », a-t-elle dit. Pas d'hésitation, pas d'adoucissement dans son ton. J'ai cligné des yeux, essayant d'absorber ses mots. « Vanessa, de quoi parles-tu ? » Mais je viens juste, ce n'est pas le bon moment. Elle m'a interrompue. Sa voix était sèche, comme si elle avait répété ce moment. J'ai besoin de mon espace, de ma tranquillité. Tu ne peux pas simplement débarquer ici en t'attendant à rester. J'ai jeté un coup d'œil derrière elle dans le couloir, m'attendant à voir un signe que c'était temporaire. Peut-être un demi-sourire pour me dire qu'elle ne le pensait pas vraiment. Mais la distance dans son expression m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise journée. C'était définitif. L'air froid tourbillonnait autour de mes épaules, tandis qu'elle déplaçait subtilement son poids, me poussant vers les marches. Ma voiture était toujours garée au bord du trottoir, le moteur cliquetant en refroidissant. « Je ne comprends pas », ai-je dit doucement, scrutant son visage. « Tu n'as pas besoin de comprendre », a-t-elle répondu. Et pendant un instant, j'aurais juré qu'il y avait du soulagement dans ses yeux, comme si fermer cette porte sur moi lui ôtait un poids des épaules. Puis est venu le coup de théâtre qui m'a coupé le souffle. « Papa m'a tout raconté », a dit Vanessa, sa voix tombant presque à un murmure. « Sur ta liaison avec son collègue. Comment tu as trahi notre famille ?» L'accusation m'a frappée comme un coup physique. « Quoi ? Vanessa, ce n'est pas. S'il te plaît, ne me mens plus. » Elle m'a coupé. « Papa m'a montré les messages, les reçus d'hôtel. Il m'a dit que tu voyais ce type depuis des années, que c'est toi qui voulais le divorce. Pas lui. » Mes mains sont devenues glacées. Jacques, bien sûr, la manipulation ultime, retourner notre fille contre moi avec des mensonges. La vérité, que c'était lui l'infidèle, que j'avais finalement trouvé le courage de partir après des décennies de ses infidélités, est morte dans ma gorge. Elle ne me croirait pas. Pas maintenant. Pas quand Jacques avait déjà empoisonné le puits. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas crié. Elle l'a simplement fermée doucement. Mais c'était comme une grille d'acier se verrouillant derrière moi. Je suis restée là quelques secondes, fixant le bois peint, sentant le monde basculer sous mes pieds. Puis, j'ai descendu l'allée jusqu'à ma voiture, les mains tremblantes, alors que je serrais le volant. Ce trajet de retour s'est fait dans le silence. Pas de musique, pas d'appel, juste le ronronnement de la route et la pensée qui tournait en boucle dans mon esprit. Si je n'étais plus la bienvenue là-bas, je devrais construire un endroit où je le serais. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de mon lit dans le petit appartement que j'avais loué après le divorce, fixant les murs nus. L'endroit sentait vaguement le désinfectant, celui que les propriétaires utilisent pour masquer l'odeur de ce qui était là avant. Toute ma vie ressemblait à ça, une fine couverture sur quelque chose que je ne voulais pas affronter. Le loyer était bon marché, mais la moquette était usée. La peinture s'écaillait. L'unique fenêtre donnait sur la ruelle derrière un centre commercial. La nuit, le bourdonnement de l'enseigne au néon ouvert du bistrot d'en face s'infiltrait dans ma chambre. Un rappel constant que d'autres gens avaient un endroit où aller, quelque chose à faire. J'avais ma machine à coudre. C'était tout. Mon seul outil, ma seule bouée de sauvetage. Pendant des années, cela avait été un passe-temps, un moyen de gagner un peu d'argent supplémentaire pour les vacances ou les cadeaux de Noël. Maintenant, c'était la seule chose qui se dressait entre moi et les retards de loyer. J'ai passé mes doigts sur sa surface lisse,
me souvenant comment Jacques s'était moqué quand je l'avais acheté il y a 15 ans. « Encore un projet que tu vas abandonner », avait-il dit. Il s'était trompé sur ce point, tout comme il s'était trompé sur tant de choses. La réalité financière de ma situation s'est abattue sur moi par vagues successives. Pendant nos 29 ans de mariage, Jacques avait tout contrôlé. Les comptes bancaires, les investissements, les propriétés. J'avais abandonné ma carrière de secrétaire juridique quand Vanessa était née, croyant que je faisais le bon choix pour notre famille. Mais quand j'ai finalement demandé le divorce après avoir trouvé des messages entre Jacques et son assistante de 26 ans, j'ai découvert à quel point je m'étais rendue vulnérable. Jacques avait caché des actifs, vidé des comptes, et avec ses relations au cabinet d'avocats, où il était associé principal, il s'était assuré que je reparte avec à peine de quoi recommencer. Le juge avait semblé presque ennuyé en signant le règlement. Juste une autre femme d'âge mûr qui avait choisi d'être femme au foyer, confrontée maintenant aux conséquences de ce choix, comme si élever un enfant et soutenir la carrière de mon mari pendant 3 décennies avait été une indulgence frivole. Un klaxon a retenti dans la ruelle, me ramenant au présent. Les larmes menaçaient, mais je les ai refoulées. Pleurer ne paierait pas le loyer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un simple prospectus. Couture et retouche sur mesure de Christine. Rien d'extraordinaire, juste mon numéro de téléphone et une liste de services. J'en ai imprimé 20 exemplaires à la bibliothèque le lendemain matin et j'ai commencé à les épingler sur les panneaux d'affichage des laveries automatiques, des épiceries et des cafés. Cet après-midi-là, alors que je punaisais mon dernier prospectus sur le tableau de liège de l'épicerie de Madame Éléonore Chen, la propriétaire elle-même s'est approchée de moi. « Vous cousez ?» a-t-elle demandé, examinant le prospectus. « Oui, depuis plus de 30 ans. » Éléonore a penché la tête, m'évaluant de ses yeux perspicaces. Elle avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi, avec des cheveux noirs striés d'argent tirés en un chignon pratique. La robe du nouvel an chinois de ma petite fille a besoin d'être ajustée. La femme qui le fait habituellement a déménagé à Lyon. « Vous pouvez le faire d'ici vendredi prochain ?» J'aurais pu pleurer de soulagement. « Oui, absolument. »« Bien. » Elle m'a tendu une carte de visite. « Apportez le reçu quand vous la déposerez. » Je paie correctement, mais j'attends de la qualité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Les commandes arrivaient lentement. Ourler le pantalon d'un voisin, réparer un manteau déchiré, coudre des rideaux pour une famille qui venait d'emménager dans l'immeuble. Chaque travail était petit, mais je traitais chacun comme s'il valait une fortune. Je travaillais jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis et mon dos douloureux. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que je n'avais pas le choix. J'ai appris à vivre avec moins. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui ne servait pas un but précis. Je me coupais moi-même les cheveux devant le miroir de la salle de bain. Chaque centime allait dans un bocal que je gardais au fond de mon placard. Ce n'était pas grand-chose au début, des pièces, quelques billets froissés, mais je le gardais férocement. Ce bocal est devenu mon symbole, ma preuve que j'avançais, même si personne d'autre ne pouvait le voir. Un soir, alors que je rentrais avec des courses, juste l'essentiel, rien de superflu, j'ai rencontré Ruby Torres dans l'ascenseur. Elle vivait 2 portes plus loin, une veuve de 72 ans qui portait toujours des foulards aux couleurs vives, quelle que soit la saison. « Besoin d'un coup de main ?» a-t-elle demandé, désignant mes sacs d'un signe de tête. « C'est bon, merci », ai-je répondu automatiquement. Rubis m'a étudié un moment. « Vous êtes seule avec la machine à coudre. Je l'entends fonctionner tard le soir. Je suis désolée si ça vous dérange. Je peux mettre un tapis plus épais. » Elle a balayé ma préoccupation d'un geste. « Ma chère, après 50 ans de mariage avec un homme qui ronflait comme un train de marchandises, une petite machine à coudre, c'est pratiquement une berceuse. » Elle a souri. « Je reçois quelques amis pour un café demain. Rien d'extraordinaire, juste quelques vieilles femmes comme moi. Vous devriez vous joindre à nous. » Mon premier réflexe était de refuser. J'avais du travail et socialiser semblait être un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mais quelque chose dans le regard direct de Rubis m'a fait hocher la tête. Avec plaisir. Ce café est devenu un rituel hebdomadaire. Rubis et ses amies, toutes veuves ou divorcées, avaient créé leur propre famille de choix. Elles débattaient de politique, partageaient leurs soucis de santé et échangeaient des histoires sur leurs petits-enfants et leurs voyages. Elles m'ont incluse sans poser de questions.
comme si j'avais toujours fait partie de leur cercle. Par Rubis, j'ai rencontré des gens qui avaient besoin de mes services. La noce de sa nièce avait besoin de retouches. Le petit-fils d'une amie passait son diplôme et avait besoin de faire ajuster son costume. Le bouche à oreille s'est répandu sur mon travail et lentement, ma clientèle s'est développée. Mais même en construisant cette nouvelle vie, les souvenirs de l'ancienne me hantaient, surtout les souvenirs de Vanessa. Je gardais une photo d'elle sur ma table de nuit. Vanessa a 18 ans, partant pour l'université, son sourire large et plein d'espoir. Certaines nuits, je me retrouvais à parler à cette image, lui racontant ma journée comme si elle pouvait m'entendre. J'ai essayé de l'appeler pour son anniversaire, 6 mois après qu'elle eut fermé sa porte sur moi. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, juste je t'aime, bon anniversaire. Puis je me suis assise sur mon lit, fixant le téléphone comme s'il allait me rappeler. Il ne l'a pas fait. J'ai envoyé une carte de Noël, un message pour la fête des mères, un courriel pour l'anniversaire de son diplôme universitaire. Rien. C'était comme si j'avais complètement disparu de son monde. Rubis m'a trouvé un soir, assise sur le petit perron arrière de l'immeuble, serrant mon téléphone après une autre tentative infructueuse de joindre Vanessa. « Toujours rien ?» a-t-elle demandé, s'asseyant près de moi avec un petit grognement. J'ai secoué la tête. « Tu sais, » a dit Rubis, « ma Sophie ne m'a pas parlé pendant 3 ans après que je lui ai dit que je n'aimais pas son premier mari. Il s'est avéré qu'il la trompait tout ce temps. Elle m'a tapoté le genou. Parfois, il faut qu'elle comprenne par elle-même. Et si elle ne comprend jamais, alors tu continues à vivre quand même. » La voix de Rubis était ferme. « Tu construis quelque chose de si bien que quand, si elle revient, elle verra exactement ce qu'elle a manqué. » J'ai laissé ces mots s'imprégner, sentant quelque chose bouger en moi. Peut-être que Rubis avait raison. Peut-être que la meilleure réponse au rejet n'était pas de continuer à frapper à une porte fermée, mais de construire ma propre maison avec mes propres portes que je contrôlerais. 9 mois après que Vanessa m'eut dit que je n'étais plus la bienvenue chez elle, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais arrêter d'essayer de la contacter. J'allais me concentrer entièrement sur la reconstruction de ma vie. Et si jamais elle voulait en faire partie à nouveau, elle devrait faire ce choix elle-même. C'était la résolution la plus difficile que j'avais jamais prise. Mais c'était aussi, étrangement, la plus libératrice. 1 an après que Vanessa eut fermé sa porte sur moi, mon bocal d'économie était passé de quelques euros à presque 15 000 euros. Ma liste de clients s'était élargie au-delà des retouches pour inclure des vêtements sur mesure, des robes de mariée et de la décoration intérieure. J'avais même embauché une assistante à temps partiel, Zoé, une étudiante en école de mode. J'avais déménagé mon entreprise de mon appartement vers une petite boutique que le neveu de Rubis me louait à un tarif réduit. Création sur mesure de Christine avait une vraie enseigne, des cartes de visite et une réputation grandissante dans la communauté. Mais je vivais toujours dans ce même petit appartement, avec sa vue sur la ruelle et l'enseigne aux néons bourdonnantes. Ce n'était pas chez moi. C'était juste l'endroit où je dormais entre les journées de travail. Cela a changé par un mardi pluvieux d'octobre. Je revenais de chez une cliente quand j'ai pris un mauvais tournant et me suis retrouvée dans une rue que je ne reconnaissais pas. C'était dans un quartier ancien, avec des arbres matures et de petites maisons légèrement défraîchies. Une pancarte à vendre par le propriétaire se dressait de travers dans le jardin d'un petit pavillon bleu délavé. Quelque chose m'a fait m'arrêter. La maison n'était pas impressionnante. Peinture écaillée, jardin envahi par les herbes, une allée fissurée menant au perron. Mais il y avait quelque chose en elle qui m'appelait. J'ai noté le numéro de téléphone sur la pancarte avant de repartir. 3 jours plus tard, j'ai rencontré Guillaume Perrier, le propriétaire, à la propriété. Il avait la 70aine, un facteur à la retraite qui avait hérité de la maison de sa tante. « Elle a besoin de travaux », a-t-il admis en déverrouillant la porte d'entrée. Je voulais la rénover, mais ensuite mon arthrite s'est aggravée. Et puis, il a fait un geste vague vers l'intérieur. L'intérieur était poussiéreux et démodé, avec du papier peint des années 70 et du linoléum qui avait connu des jours meilleurs. Mais les fondations étaient bonnes, de hauts plafonds, du parquet sous le linoléum, de grandes fenêtres qui laisseraient entrer beaucoup de lumière. « Combien demandez-vous » ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. Guillaume a annoncé un chiffre étonnamment bas pour le quartier. Suffisamment bas pour qu'avec mes économies et un petit prêt,
je puisse peut-être y arriver. L'agent immobilier a dit que je pourrais obtenir plus si je rénovais d'abord, a-t-il expliqué. Mais je n'ai pas l'énergie pour tout ça. Je préfère la vendre à quelqu'un qui l'aimera, même si ça veut dire accepter moins. J'ai fait le tour des pièces à nouveau, imaginant ce qu'elles pourraient devenir. La chambre à l'avant ferait un parfait atelier de couture avec son exposition à l'est. Le jardin à l'arrière, bien qu'envahi, avait du potentiel pour un jardin potager et fleuri. Je vais y réfléchir, ai-je dit, mais je savais déjà que ce serait ma maison. Ma porte à ouvrir ou fermer comme je le choisirais. Le mois suivant a été un tourbillon de papiers administratifs, de visites à la banque et de négociations. Rubis m'a présenté à son gendre, un entrepreneur en bâtiment qui a inspecté la maison et confirmé qu'elle était structurellement saine malgré les problèmes esthétiques. Le mari de Madame Eleanor Chen, un comptable à la retraite, a examiné les détails financiers avec moi pour s'assurer que je ne me mettais pas dans une situation impossible. Et puis, presque incroyablement, c'est arrivé. Par une froide matinée de décembre, j'ai signé les derniers papiers et Guillaume Perrier m'a remis les clés. « Prenez bien soin d'elle », a-t-il dit. C'était la fierté et la joie de ma tante, avant qu'elle ne tombe malade. Elle aimerait savoir qu'une autre femme qui travaille de ses mains vit ici. Je me suis tenue dans le salon vide après le départ de Guillaume. L'air était lourd de poussière et de possibilités. Le plancher craquait sous mes pieds. La cuisine était démodée. La salle de bain avait besoin d'une rénovation complète et chaque surface avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais c'était à moi. Personne ne pouvait me dire que je n'avais pas ma place ici. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas gonflable emprunté dans ce qui allait devenir ma chambre. La maison était silencieuse, sauf pour les craquements occasionnels que font les vieilles maisons. Si différent du bourdonnement constant de l'immeuble, de la circulation, de l'enseigne au néon. J'ai pensé à Vanessa, à la maison où elle avait grandi, la grande maison bourgeoise où Jacques vivait toujours. Je me suis demandé si elle pensait parfois à la vie que nous avions eue là-bas, les fêtes d'anniversaire dans le jardin, les matins de Noël près de la cheminée, les nuits où je m'asseyais au bord de son lit pour lui lire des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, j'ai pensé à la vie que j'allais construire dans ce nouvel endroit. Elle n'aurait pas la grandeur de l'ancienne maison, mais elle aurait quelque chose de plus important. L'honnêteté. Chaque clou que je planterais, chaque mur que je peindrais, chaque fleur que je planterais serait le reflet authentique de qui j'étais, pas de qui quelqu'un d'autre voulait que je sois. Je me suis endormie avec des projets tourbillonnant dans mon esprit et me suis réveillée le lendemain matin avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Elle projetait des rectangles dorés sur le sol, illuminant des volutes de poussière comme de minuscules étoiles. J'ai fait du café sur un réchaud de camping que j'avais apporté de l'appartement et me suis assise sur les marches du perron, regardant le quartier se réveiller. Un homme âgé promenait son chien devant la maison, levant la main pour me saluer. Une femme de l'autre côté de la rue balayait son allée. 2 maisons plus loin, une mère aidait de jeunes enfants à monter dans un monospace, leur voix portant dans l'air frais du matin. La vie normale, des moments quotidiens, rien d'extraordinaire, sauf que maintenant, j'en faisais partie, pas en tant qu'épouse de Jacques Lemaire, ni même en tant que mère de Vanessa Lemaire, mais en tant que Christine Lemaire, propriétaire de cette petite maison bleue, bâtisseuse de sa propre vie. Les 18 mois suivants ont été un tourbillon de travail acharné, de revers et de petites victoires. J'ai continué à faire tourner mon entreprise tout en transformant lentement la maison. J'ai appris à utiliser des outils électriques, à réparer les cloisons sèches, à remettre les sols en état. Les tutoriels sur Internet sont devenus mes compagnons constants. Mes mains, déjà calleuses après des années de couture, ont développé de nouvelles callosités dues au papier de verre et au pinceau. J'ai fait des erreurs, comme la fois où j'ai essayé de remplacer un luminaire et où j'ai fini par devoir appeler un électricien pour réparer ce que j'avais fait. Mais j'ai aussi eu des succès qui m'ont rempli d'une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années, comme les placards de cuisine que j'ai décapés et repeints moi-même, ou le carrelage de la salle de bain que j'ai posé pièce par pièce avec patience. Pendant cette période, j'ai rencontré mes voisins, Carole et Michel Martin. À côté, un couple dans la soixantaine qui m'a apporté une plante d'intérieur en guise de bienvenue,
la jeune famille d'en face avec des jumeaux fascinés par ma machine à coudre, et Monsieur Chen, sans lien avec Éléonore, au bout de la rue, qui partageait des boutures de son jardin quand il m'a vu commencer le mien. Ils m'ont acceptée telle que j'étais, une femme d'âge mûr reconstruisant sa vie une pièce à la fois. Ils ne savaient rien de mon passé, de Jacques ou de Vanessa, ou de la porte qui s'était fermée sur moi. Ils me connaissaient simplement comme Christine, la femme qui cousait de belles choses et qui redonnait vie à la vieille maison bleue. Et dans leur acceptation, j'ai trouvé quelque chose dont je n'avais même pas réalisé l'absence, une communauté. Un jour de printemps, alors que j'étais agenouillée dans le jardin de devant, plantant des rosiers le long de l'allée, Ruby est venue me rendre visite. Elle a remonté lentement le chemin, s'appuyant sur sa canne, son foulard orange vif flottant dans la brise. « Eh bien, regarde-toi » a-t-elle dit, inspectant le jardin transformé et l'extérieur fraîchement repeint. Toute une propriétaire maintenant. J'ai souri, brossant la terre de mes mains. « Tu veux la visite complète ?»« Absolument. » Mais d'abord, elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un petit paquet enveloppé de papier de soie. Un cadeau de pendaison de crémaillère. Très en retard, je sais. À l'intérieur se trouvait une plaque en céramique, peinte à la main avec les mots « Chez soi », c'est là où commence ton histoire. « Rubis, c'est parfait », ai-je dit, sentant une boule dans ma gorge. « Je savais que ça te plairait », a-t-elle répondu. « Parce que c'est ce que tu fais ici, Christine. Tu ne fais pas que retaper une maison, tu commences une nouvelle histoire. » J'ai accroché la plaque à côté de ma porte d'entrée ce soir-là. Rubis avait raison. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir un endroit où vivre. Il s'agissait de créer un espace où je pouvais être pleinement moi-même, où chaque choix reflétait mes propres valeurs et goûts, pas ceux de quelqu'un d'autre. Mais même en embrassant cette nouvelle histoire, l'ancienne n'en avait pas fini avec moi, et je ne le savais pas encore. Mais le chapitre suivant était sur le point de commencer avec un appel téléphonique inattendu. 18 mois après l'achat de ma maison, je reconnaissais à peine l'endroit moi-même. L'extérieur bleu écaillé était maintenant d'un vert sauge chaleureux avec des bordures blanches nettes. L'allée fissurée avait été remplacée par un chemin de briques en chevron bordé des rosiers que j'avais plantés mon premier printemps ici. À l'intérieur, le papier peint démodé et le linoléum usé avaient disparu, remplacés par des murs crème doux et les parquets d'origine, poncés et teints d'une riche couleur miel. J'avais converti la chambre du devant en atelier de couture avec des rangements intégrés pour les tissus et une grande table de coupe positionnée sous les fenêtres orientées à l'est. La lumière du matin qui inondait cette pièce en faisait mon endroit préféré de la maison. Un sanctuaire où je créais de belles choses de mes mains. Mon entreprise avait également grandi. J'avais embauché 2 assistantes supplémentaires à temps partiel et je devenais connue pour mes retouches de robes de mariée et ma décoration intérieure sur mesure. Je n'étais pas riche, loin de là. Mais pour la première fois depuis le divorce, je ne comptais plus les centimes juste pour arriver au mois suivant. « Tu as créé quelque chose de remarquable ici », m'a dit Carole Martin un soir. Nous étions assises sur ma terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. Carole et son mari Michel étaient devenus plus que des voisins. C'étaient des amis sur qui je pouvais compter. « La maison ou l'entreprise ?» ai-je demandé, sirotant mon thé glacé. « Les deux, mais surtout toi-même. » Carole avait une façon de voir au cœur des choses. Quand tu as emménagé, tu semblais, je ne sais pas, sur la défensive, comme si tu te préparais à ce que quelque chose tourne mal. Maintenant, tu marches les épaules en arrière. J'ai souri, pensant au chemin parcouru. Je suppose que je suis différente. Plus confiante, plus toi-même, a corrigé doucement Carole. C'est ce qui se passe quand on construit quelque chose de ses propres mains. On découvre de quoi on est capable. Ce que Carole ne savait pas, ce qu'aucun de mes nouveaux amis ne savait, c'est que pendant cette première année dans ma maison, j'avais fait plusieurs tentatives pour renouer avec Vanessa. Je lui avais envoyé ma nouvelle adresse avec une simple note. « Si jamais tu veux me rendre visite, ma porte t'est toujours ouverte. » Je lui avais envoyé par courriel des photos de la maison au fur et à mesure de sa transformation, pensant qu'elle pourrait être curieuse. J'avais même rappelé pour son anniversaire, laissant un autre message vocal resté sans réponse. Mais après que ces tentatives se soient heurtées au silence, j'avais tenu ma promesse envers moi-même. J'avais arrêté de la contacter.
Je m'étais concentrée sur la construction de ma vie, pas sur l'attente qu'elle la rejoigne. Cette résolution a été mise à l'épreuve par un samedi chaud de mai, presque 2 ans après que Vanessa eut fermé sa porte sur moi. J'étais au centre commercial des galeries de la ville pour récupérer un cadre sur mesure pour la broderie d'une cliente. Quand je l'ai vue, Vanessa sortait d'un grand magasin, des sacs de course accrochés à son bras. Elle avait l'air plus mince que dans mon souvenir, le visage plus anguleux. Elle était vêtue d'un blazer qui semblait coûteux et d'un jean, ses cheveux bruns coupés en un carré élégant qui lui allait bien, mais la faisait paraître plus vieille d'une certaine façon. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Mon cœur battait contre mes côtes, comme s'il essayait de se libérer. Puis, avant que je puisse décider de l'approcher ou non, elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers l'allée bondée. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la reconnaissance briller dans ses yeux. Puis, délibérément, elle s'est détournée. Elle n'a pas fait signe. Elle n'a pas souri. Elle a simplement fait comme si elle ne m'avait pas vue et s'est dirigée dans la direction opposée. Le rejet était aussi douloureux que ce jour-là sur le pas de sa porte. Je suis restée clouée sur place, regardant ma fille disparaître dans la foule, luttant contre les larmes qui menaçaient de m'embarrasser en public. Une femme plus âgée m'a touché le bras. « Vous allez bien, ma chère? On dirait que vous avez vu un fantôme. » D'une certaine façon, c'était le cas. Un fantôme de la relation que j'avais autrefois eue avec ma fille. Un fantôme de la vie que nous avions partagée. « Ça va », ai-je réussi à dire. « Merci de demander. » J'ai conduit jusqu'à la maison avec une lourdeur dans la poitrine qui ressemblait à du béton durcissant autour de mon cœur. Quand j'ai atteint ma maison, je suis restée longtemps assise dans la voiture, fixant le foyer que j'avais créé, me demandant si tout cela comptait, si je ne pouvais pas le partager avec la personne que j'aimais le plus au monde. Puis je me suis souvenue des paroles de Ruby. « Tu construis quelque chose de si bien que quand, si elle revient, elle verra exactement ce qu'elle a manqué. » Je suis sortie de la voiture, j'ai remonté mon chemin de briques et je suis entrée. J'avais une robe de mariée d'une cliente à terminer et me morfondre ne la finirait pas. Ce soir-là, alors que je cousais à la main des perles délicates sur le corsage d'une robe ivoire, Rubis a appelé pour m'inviter à déjeuner le lendemain. « Je retrouve une vieille amie de mes années de secrétaire juridique, » a-t-elle dit. Diane Renault. Elle travaille au cabinet Martin et Beaumont au centre-ville. Intelligente comme tout et drôle aussi. Je pense que tu l'aimerais bien. J'ai hésité. La rencontre avec Vanessa m'avait donné envie de me replier, pas de socialiser. Allez, a insisté Ruby. Ils ont ces petites tartelettes au citron que tu aimes tant au café Marguerite. Tu ne joues pas franc jeu, lui ai-je dit, souriant malgré moi. D'accord, j'y serai. Le déjeuner avec Ruby et Diane s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Diane était dans la cinquantaine, avec un esprit vif et un rire contagieux. Elle travaillait dans le domaine juridique depuis plus de 30 ans et avait des histoires qui nous faisaient pleurer de rire toutes les deux. Donc, le juge essaie d'avoir l'air digne avec la moitié d'un sandwich collé à sa robe, et personne n'a le courage de le lui dire. Diane essuyait les larmes de rire de ses yeux. Finalement, son greffier lui écrit un mot, et le pauvre homme est devenu rouge comme une pivoine. Alors que nous finissions notre café, et oui, ces tartelettes au citron que Rubis avait promises, Diane m'a interrogée sur mon entreprise. « Rubis dit que vous êtes une sorte de magicienne avec une aiguille et du fil, » a-t-elle dit. J'ai écarté le compliment d'un geste. « J'aime juste faire des choses de mes mains. »« Ne vous laissez pas tromper par sa modestie, » est intervenue Rubis. Elle a pris une maison délabrée et l'a transformée en vitrine, tout en construisant une entreprise prospère à partir de rien. Diane a haussé un sourcil, impressionnée. « On dirait que vous êtes une sacrée femme d'affaires. Vous savez, notre cabinet a une clinique juridique pour petites entreprises 1 fois par mois. Des conseils gratuits pour les propriétaires d'entreprises locales. Vous devriez venir un de ces jours. » Je l'ai remerciée pour la suggestion, sans y penser beaucoup sur le moment. Mais cette brève rencontre avec Diane allait se révéler plus significative que je n'aurais pu l'imaginer. Les jours ont continué à passer, se transformant en semaines, puis en mois. Je me suis installée dans un rythme de travail et de maison, de sorties sociales occasionnelles avec Rubis et mes voisins, et de soirées tranquilles, seule dans la maison que j'avais reconstruite. La vie n'était pas parfaite, mais elle était stable, prévisible et mienne. Puis, par un mercredi après-midi ordinaire de début juillet, presque 3 ans après que Vanessa m'eût dit que je n'étais plus la bienvenue chez elle,
Mon téléphone a sonné avec un numéro que j'avais presque abandonné l'espoir de revoir un jour. J'étais dans le jardin, à genoux dans la terre, enfonçant les derniers bulbes d'été. La sonnerie a percé le bourdonnement d'une tondeuse au loin et le gazouillis des moineaux dans l'érable. Vanessa. Pendant un moment, j'ai juste fixé l'écran. Comme on regarderait la photographie de quelqu'un qu'on a connu autrefois. Puis j'ai glissé pour répondre. Salut, maman. Son ton était mielleux, prudent, ce genre de douceur qui semble fabriqué. Vanessa? Ma voix est sortie stable, bien que mes mains fussent encore sales de la terre. C'est inattendu. Elle a ri légèrement, comme si nous avions parlé la semaine dernière. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Je me demandais comment tu allais. J'allais bien, ai-je dit, jetant un coup d'œil au rosier que j'avais planté ma première semaine ici, celui qui avait survécu au gel et à la négligence avant de finalement fleurir. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a eu une pause, un petit accroc dans sa respiration. Eh bien, je suis dans une situation un peu difficile. Mon bail se termine et les loyers pour quelque chose de correct sont ridicules en ce moment. J'ai pensé que je pourrais peut-être rester chez toi juste un moment, jusqu'à ce que je règle les choses. Ces mots sont tombés avec un poids sourd, remuant des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. L'air froid sur le pas de sa porte. Le regard dans ses yeux quand elle m'avait dit que je n'étais plus la bienvenue. Juste temporairement, s'est-elle empressée d'ajouter. Ça m'aiderait à me remettre sur pied, et bien sûr, je participerais aux frais. Je me suis rassise sur mes talons, brossant la terre de mes mains. Quelque chose dans la façon dont elle avait dit participer ressemblait plus à une promesse faite pour passer une porte qu'à quelque chose qu'elle avait l'intention de tenir. Vanessa, ai-je dit, choisissant lentement mes mots. Il y a 3 ans, tu m'as dit très clairement que ma présence chez toi n'était pas souhaitée. Pas une seule question sur comment j'allais me débrouiller. Pas une offre pour aider avec les courses, les charges, les réparations. Tu es partie. C'était avant que j'y réfléchisse bien, a-t-elle dit vite. C'est plus intelligent maintenant. Si nous vendons, tu auras de l'argent liquide. Je prendrai un nouveau départ et tu obtiendras une partie d'argent que tu n'as pas gagnée. J'ai terminé pour elle. Parce que c'est ce que c'est, pas un foyer, un pactole. Sa mâchoire s'est crispée. C'est injuste. Ce qui est injuste, ai-je dit, calme comme une table d'aplomb. C'est de me lister comme référence sur une demande de crédit sans mon consentement? J'ai soutenu son regard. Oui, je sais. J'ai des copies des dossiers, des avis d'expulsion, des dettes. Je sais exactement pourquoi tu veux t'installer. Et ce n'est pas parce que ta mère te manque. Une rougeur a remonté sur son cou. Tu es allé fouiller dans ma vie. Je suis allé chercher la vérité, ai-je dit, parce que tu as arrêté de l'offrir. Elle a essayé une autre approche. J'essaie d'arranger les choses, de me rapprocher à nouveau. Tu rends ça transactionnel. J'ai presque souri à l'ironie. Quand je t'ai dit que je devrais peut-être vendre, tu m'as dit que tu ferais mieux de chercher ailleurs. Ce n'était pas du chagrin, c'était du calcul. Et maintenant, tu reviens avec un plan qui transforme mon toit en ta stratégie de sortie. Ses yeux se sont durcis. Donc c'est une punition. Non, j'ai fait un pas légèrement en avant, ma main toujours sur le chambranle. C'est une limite. Cette maison n'est pas une monnaie d'échange. C'est l'endroit où j'ai appris que je pouvais tenir debout sans m'appuyer sur quiconque me traite comme un portefeuille de secours. Elle a regardé derrière moi à nouveau, cherchant un angle dans les meubles, les murs, la vie qu'elle voulait réutiliser. Tu n'es pas obligée d'être cruelle, maman. Cruel serait de te laisser t'installer et vendre ce que j'ai saigné pour construire juste pour nourrir les mêmes habitudes qui t'ont enterré sous les dettes. La miséricorde ressemble parfois à une porte fermée. Elle a dégluti. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu travailles? Que tu dises la vérité? Que tu payes ce que tu dois? Et quand tu me parles, que tu le penses? J'ai soulevé une petite pile de papier de la table d'entrée et les ai tenus à mon côté. Si tu veux des ressources, un conseiller en crédit, un modèle de plan de paiement, une liste d'emplois de bureau disponibles, je te les envoie par courriel ce soir. Si tu veux ma maison, la réponse est non. Sa voix s'est amincie. Je suis ta fille. Et je suis ta mère, ai-je dit, stable comme un fil à plomb. Je ne cosigne pas les mensonges. Je ne finance pas le déni. Et je ne vends pas ma paix pour que ta crise ressemble à un plan. Pendant un moment, aucune de nous n'a bougé. Le vent a changé sur le perron, portant l'odeur des roses que j'avais plantées ma première semaine ici. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La façade de Vanessa s'est fissurée, son visage s'effondrant comme un mur cédant après des années de pression. « Tu ne comprends pas », a-t-elle dit, sa voix se brisant.
Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Alors dis-le-moi, ai-je dit, sans bouger du pas de la porte. Dis-moi la vérité, Vanessa. Pas ce que tu penses que je veux entendre. Pas ce que tu penses qui te fera passer cette porte. La vérité. Elle a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Papa m'a menti, n'est-ce pas? Surtout. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Un fil fragile d'honnêteté. Oui, ai-je dit simplement. C'est le cas. Il m'a dit que tu avais eu une liaison avec son collègue, que tu avais détruit notre famille. Sa voix était à peine audible maintenant. Il m'a montré des messages, des reçus, tout fabriqué. J'ai dit, ton père était celui qui avait des liaisons, de multiples liaisons, sur de nombreuses années. Quand j'ai finalement trouvé des preuves concrètes de sa relation avec son assistante, j'ai demandé le divorce. Il ne voulait pas que tu saches la vérité, alors il a créé sa propre version. Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé. Tu ne voulais pas écouter. Tu avais déjà décidé que j'étais la coupable. Elle a baissé les yeux vers ses mains, qui tremblaient légèrement. Je suis tellement idiote. Non, ai-je dit, adoucissant mon ton pour la première fois. Tu es quelqu'un qui a cru son père. Ce n'est pas idiot, c'est humain. Une larme a coulé sur sa joue. Mais je t'ai exclu pendant 3 ans. J'ai manqué tout. Ta nouvelle maison, ton entreprise. J'étais tellement en colère et tout était basé sur des mensonges. J'ai senti une douleur familière dans ma poitrine. La douleur de regarder mon enfant souffrir. Une partie de moi voulait ouvrir grand la porte, l'envelopper dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais nous n'en étions pas encore là. Nous avions encore des vérités à découvrir. Pourquoi maintenant, Vanessa? Pourquoi reprendre contact après 3 ans? Elle a essuyé ses yeux du revers de la main. Ce ne sont pas seulement les problèmes d'argent, même s'ils sont réels. C'est... Elle a pris une profonde inspiration. Je suis enceinte, de 4 mois. Le père, mon copain, Romain, il est parti quand je le lui ai dit. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Et puis, tout a commencé à s'effondrer en même temps. Les avis d'expulsion, les factures de carte de crédit que je ne pouvais pas payer. J'ai paniqué. Je l'ai fixé, absorbant cette nouvelle information. Ma fille allait avoir un enfant. J'allais être grand-mère. La connaissance s'est posée sur moi comme une couverture, à la fois chaude et lourde de responsabilité. Pourquoi tu ne me l'as pas simplement dit dès le début? Parce que j'avais honte, a-t-elle admis. Je ne voulais pas que tu vois à quel point j'avais gâché ma vie. Et après la façon dont je t'ai traité, je ne pensais pas mériter ton aide. J'ai regardé Vanessa, vraiment regardé, et j'ai vu au-delà de l'extérieur soigné jusqu'à la jeune femme effrayée en dessous. Elle avait fait de mauvais choix. Oui, elle m'avait blessée profondément. Mais elle portait aussi mon petit enfant et elle se noyait. « Entre », ai-je dit, m'écartant finalement de la porte. Nous devons parler. J'ai préparé du thé pendant que Vanessa s'asseyait à ma table de cuisine, ses yeux parcourant l'espace rénové avec une admiration sincère. « Tu as fait tout ça toi-même » a-t-elle demandé alors que je posais une tasse devant elle. « La plupart », ai-je dit, m'asseyant en face d'elle. J'ai eu de l'aide pour la plomberie et l'électricité. Tout le reste, je l'ai appris au fur et à mesure. Elle a enveloppé ses mains autour de la tasse, cherchant sa chaleur malgré la douceur de la journée. C'est magnifique, maman. Ça te ressemble, vraiment. C'était le but, ai-je répondu. Créer un espace qui reflète qui je suis, pas qui quelqu'un d'autre voulait que je sois. Vanessa a hoché la tête, son regard tombant sur son thé. Je pense que j'ai passé toute ma vie à essayer d'être qui papa voulait que je sois. La fille parfaite pour son image de famille parfaite. L'aveu m'a surprise. Vanessa avait toujours semblé se délecter de l'attention de Jacques, de ses louanges, de ses plans pour son avenir. Quand as-tu commencé à soupçonner qu'il ne disait pas la vérité? Ai-je demandé. Elle a soupiré. Il y a environ 1 an. J'étais chez lui pour dîner et son assistante était là, une nouvelle, plus jeune que la précédente. La façon dont il la regardait, je me suis soudain souvenu d'avoir vu ce même regard avant, avec d'autres femmes. Quand j'étais petite, et ça m'a fait tout remettre en question. Pourquoi tu ne m'as pas contactée à ce moment-là? L'orgueil, a-t-elle dit simplement. J'avais passé 3 ans à croire que tu étais la méchante dans l'histoire de notre famille. Admettre que je pouvais avoir tort semblait impossible, alors j'ai juste évité le sujet. Je t'ai évité. Puis Romain est parti, et mon propriétaire a commencé la procédure d'expulsion. Et soudain, l'orgueil semblait être un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai pris une gorgée de mon thé.
me donnant le temps de traiter ses mots. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Vanessa. Quand tu m'as exclue de ta vie, ça a failli me détruire. J'ai dû tout reconstruire, ma maison, mon entreprise, mon estime de moi, à partir de rien. Je sais, a-t-elle murmuré. Je le vois maintenant. Alors tu comprendras pourquoi je ne peux pas simplement ouvrir mes portes, sans condition. Je refuse d'être utilisée. Pas même par toi. Surtout pas par toi. Elle a hoché la tête, sa main bougeant inconsciemment pour se poser sur son ventre. Un geste si instinctivement maternel qu'il m'a tordu le cœur. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas sur ta situation financière ?» ai-je demandé gentiment. Ses épaules se sont affaissées. « C'est grave, maman. Vraiment grave. J'ai maximisé mes cartes de crédit en essayant de maintenir les apparences après le divorce. Je voulais que tout le monde pense que j'allais bien, que ma vie était parfaite. Puis j'ai perdu mon emploi à l'agence de communication il y a 6 mois. Des coupes budgétaires, ils ont dit, mais je pense que mon travail se dégradait. J'ai trouvé un autre poste, mais il paie moins. Et avec le bébé qui arrive, sa voix s'est éteinte. Combien dois-tu ? Elle a nommé un chiffre qui m'a fait grimacer. Pas insurmontable, mais certainement substantiel pour quelqu'un dans sa position. Et l'expulsion ? Mon propriétaire m'a donné 30 jours. C'est pourquoi j'ai appelé quand je l'ai fait. J'étais désespérée. J'ai regardé ma fille, voyant à la fois l'enfant qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. Elle avait fait de mauvais choix ? Oui, elle m'avait blessée profondément. Mais elle montrait aussi du courage maintenant, affrontant ses erreurs et disant des vérités qu'elle avait évitées pendant des années. « Je ne peux pas te laisser emménager, Vanessa, » ai-je dit fermement. Ça n'a pas changé. Son visage s'est décomposé, mais elle a hoché la tête. « Je comprends. Mais, ai-je continué? Je peux t'aider à trouver un endroit, quelque chose de petit mais sûr, où tu peux recommencer, et je peux t'aider à établir un budget et un plan de paiement pour tes dettes. Ce que je ne ferai pas, c'est te renflouer complètement. Tu dois apprendre à tenir debout toute seule, tout comme j'ai dû le faire. » L'espoir a brillé dans ses yeux. « Tu ferais ça après tout? Tu es ma fille, » ai-je dit simplement. « Et c'est mon petit enfant que tu portes. La famille doit être présente les uns pour les autres, mais de manière à aider, pas à permettre. » Elle a tendu la main à travers la table et a saisi la mienne. Ses doigts froids, malgré la tasse chaude qu'elle avait tenue. « Je suis tellement désolée, maman, d'avoir cru les mensonges de papa, de t'avoir exclue, d'avoir essayé de t'utiliser quand je suis revenue. »« Je sais, » ai-je dit, serrant doucement sa main. « Mais nous avons un long chemin à parcourir avant que la confiance soit reconstruite. »« Es-tu prête à faire le travail? »« Oui, » a-t-elle dit sans hésitation. « Je veux faire mieux pour moi-même, pour le bébé et pour toi. » Alors que Vanessa partait ce soir-là, avec des plans pour nous retrouver le lendemain, afin de commencer à travailler sur sa situation financière, j'ai senti un espoir prudent prendre racine. La porte entre nous s'était entr'ouverte, pas complètement, pas sans condition, mais assez pour laisser entrer un filet de lumière. La semaine qui a suivi a été un tourbillon d'activités. Fidèle à ma parole, j'ai aidé Vanessa à trouver un petit appartement d'une chambre dans son budget. Ce n'était pas dans le quartier le plus glamour, mais c'était propre, sûr, et surtout, le sien. Un endroit où elle pourrait commencer à reconstruire sa vie sur une base de vérité plutôt que d'apparence. Rubis et Diane ont été inestimables pendant cette période. Diane a négocié avec les créanciers de Vanessa, arrangeant des plans de paiement plus gérables. Rubis, qui avait fait du bénévolat dans un foyer pour femmes pendant des années, a mis Vanessa en contact avec des ressources pour les mères célibataires, y compris une banque de meubles qui fournissait des articles essentiels pour son nouvel appartement. « Tu es très généreuse », a remarqué Diane un soir, alors que nous étions assises dans mon salon, révisant le budget de Vanessa pour la 10e fois. Plus généreuse que beaucoup ne le seraient à ta place. « Elle porte mon petit enfant », ai-je dit, comme si cela expliquait tout. Et d'une certaine façon, c'était le cas. « Assure-toi juste d'établir des limites claires », a averti Diane. « Aider, c'est bien. Permettre, non. » « Je connais la différence maintenant, » l'ai-je rassurée. Il m'a fallu presque 30 ans de mariage avec Jacques pour l'apprendre. Mais je la connais. Les limites que j'ai établies avec Vanessa étaient fermes mais justes. Je l'aiderais à trouver et meubler un appartement, mais le loyer était sa responsabilité. Je la guiderais dans la création d'un budget, mais elle devait s'y tenir,
Je la conseillerais sur la navigation de la grossesse et des débuts de la maternité, mais je ne prendrai pas le contrôle de sa vie. Plus important encore, j'ai clairement fait comprendre que l'honnêteté n'était pas négociable. Un mensonge, une tentative de manipulation, et ma porte se fermerait à nouveau. Non par malveillance, mais par préservation de soi. Vanessa semblait comprendre. Plus que cela, elle semblait soulagée d'avoir ces directives claires. Alors que nous travaillions ensemble au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à entrevoir des lueurs de la fille que j'avais connue avant. Son esprit vif, sa créativité, sa capacité à une chaleur sincère. Un samedi matin, environ 1 mois après notre confrontation sur mon perron, Vanessa est venue m'aider au jardin. Alors que nous étions agenouillés côte à côte, plantant des bulbes d'automne, elle a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu. « Je pense que j'étais jalouse de toi, maman. » J'ai levé les yeux, surprise. « Jalouse de quoi ?» Elle a fait un geste autour de nous. « De tout ça, ta maison, ton entreprise, ton indépendance. » Après que papa et moi ayons cessé de te parler, je n'arrêtais pas de m'attendre à ce que tu t'effondres, à ce que tu viennes supplier une réconciliation. Mais à la place, tu as construit tout ça, tu as prospéré. Je me suis rassise sur mes talons, considérant ces paroles. Je ne dirais pas que j'ai prospéré immédiatement. Ces premiers mois ont été parmi les plus sombres de ma vie. Mais tu les as survécus, a-t-elle fait remarquer. Tu n'avais pas besoin de nous. Et je pense que ça m'a fait peur parce que ça voulait dire que tout ce que papa avait dit sur toi, que tu étais faible, dépendante, incapable, était un mensonge. Et s'il mentait là-dessus, sur quoi d'autre mentait-il? Sa perspicacité m'a étonnée. Je n'avais jamais considéré que mon indépendance aurait pu être menaçante pour elle, que ma force aurait pu la forcer à remettre en question le récit de son père. « J'avais besoin de toi », ai-je dit doucement. Juste pas de la façon dont tu pensais. J'avais besoin de ton amour, de ta présence dans ma vie. Mais je n'avais pas besoin de ton approbation pour survivre. Elle a hoché la tête, se retournant vers les bulbes que nous plantions. Je commence à comprendre la différence. Plus tard, ce jour-là, alors que nous déjeunions sur la terrasse arrière, Vanessa a posé une question qui lui pesait clairement sur le cœur. « Pourquoi tu ne t'es pas battue plus fort pour moi, maman, quand papa me retournait contre toi? Pourquoi tu n'as pas plus résisté? » J'ai posé mon sandwich, choisissant mes mots avec soin. J'ai essayé, Vanessa. J'ai appelé, envoyé des messages, des courriels, mais chaque fois que tu me repoussais, ça faisait un peu plus mal. Finalement, j'ai réalisé que forcer mon retour dans ta vie n'allait pas marcher. Tu devais vouloir que je sois là. Mais tu aurais pu me dire la vérité sur papa. M'aurais-tu cru? Ai-je demandé gentiment. Ou aurais-tu vu ça comme moi, essayant de te retourner contre lui? Elle a été silencieuse un moment, puis a lentement hoché la tête. Je ne t'aurais probablement pas cru. J'étais tellement convaincue que tu étais la méchante. En plus, ai-je ajouté, te traîner au milieu de notre conflit me semblait mal. Tu es notre fille, pas une arme à utiliser l'un contre l'autre. Papa ne voyait pas les choses comme ça, a-t-elle dit amèrement. Non, ai-je acquiescé. Pas lui, mais ses choix ne sont pas les miens. Elle m'a regardée avec un nouveau respect dans les yeux. Tu es beaucoup plus forte que je ne t'en ai jamais donné crédit. La force prend différentes formes, ai-je dit. Parfois c'est tenir bon. Parfois c'est savoir quand reculer. J'ai dû apprendre les deux. Alors que Vanessa se préparait à partir ce soir-là, elle s'est arrêtée à la porte. « Maman, est-ce que tu viendrais à mon échographie la semaine prochaine? Je saurai si c'est un garçon ou une fille. » L'invitation m'a émue plus que je ne pouvais l'exprimer. « Ce serait un honneur, » ai-je dit, la voix épaisse d'émotion. Elle m'a serrée dans ses bras alors, une vraie étreinte, pas l'embrassade superficielle que nous avions partagée à son arrivée. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait exclue de sa vie, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, nous retrouvions notre chemin l'une vers l'autre. Mais je savais mieux que d'attendre une route facile devant nous. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement, brique par brique soigneuse, et nous avions encore beaucoup de briques à poser. Les jours qui ont suivi cette conversation ont été chargés de petits pas, chacun témoignant de la volonté de Vanessa de changer. Elle a trouvé un conseiller en gestion de dette recommandé par Diane et a pris son premier rendez-vous sans que j'aie à la pousser. Elle a mis à jour son curriculum vitae et a commencé à chercher des postes mieux rémunérés dans son domaine. Plus révélateur encore, elle a cessé de parler de solutions rapides et de raccourcis.
Un après-midi, alors que nous prenions un café dans le petit bistrot près de chez elle, elle m'a confié quelque chose qui m'a fait comprendre à quel point elle avait changé. Tu sais, maman, pendant des années, j'ai pensé que le succès signifiait avoir l'air réussi. Les bons vêtements, la bonne adresse, les bonnes fréquentations. Papa m'a élevée comme ça, tu comprends? L'image avant tout. J'ai hoché la tête, me souvenant trop bien de l'obsession de Jacques pour les apparences. C'est pour ça que j'ai accumulé toutes ces dettes. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un pense que j'échouais. Alors, j'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas pour maintenir une façade. Quelle perte de temps et d'énergie. Elle a secoué la tête, un sourire amer sur les lèvres. Maintenant, je vis dans un petit appartement que je peux me permettre. Et tu sais quoi? Je dors mieux que je n'ai dormi depuis des années. Parce que c'est honnête, c'est réel. Je l'ai regardée, cette fille qui avait été si prompte à me juger, si rapide à croire le pire de moi. Elle n'était pas la même personne qui m'avait fermé sa porte 3 ans plus tôt. La douleur l'avait façonnée, tout comme elle m'avait façonné moi. L'honnêteté est le meilleur fondement qu'on puisse avoir, ai-je dit. Il m'a fallu longtemps pour l'apprendre aussi. Elle a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne. Je suis contente que tu ne m'aies pas laissé entrer quand je suis venue avec mes mensonges et mes manipulations. Si tu l'avais fait, je ne serais jamais arrivée à ce moment. Je serais restée la même personne, faisant les mêmes erreurs. Parfois la miséricorde ressemble à une porte fermée. Ai-je répété mes propres mots de notre confrontation? Et parfois elle ressemble à une seconde chance, a-t-elle ajouté. L'échographie a été un moment de pure magie. J'ai tenu la main de Vanessa tandis que le technicien déplaçait la sonde sur son ventre, révélant des images tremblantes de ma petite fille à naître. Une fille, une nouvelle génération de femmes. Le maire arrivait dans le monde. « C'est incroyable !» a soufflé Vanessa, les larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle regardait l'écran. « Regarde ses petits doigts, maman. Tu la vois ?» Je voyais ce petit être, cette promesse de continuation, ce lien entre le passé et l'avenir. Et j'ai senti quelque chose se dénouer en moi, un nœud de douleur et de rancœur que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. « Elle est parfaite !» ai-je murmuré. Comme sa mère. Vanessa a tourné la tête vers moi, ses yeux brillants. Comme sa grand-mère, plutôt. Une grand-mère qui lui apprendra à être forte, indépendante et honnête. Je veillerai à ce qu'elle sache la vérité. Surtout, sur nous. Ces mots étaient une promesse, un pont entre ce que nous avions été et ce que nous pourrions devenir. La route serait encore longue, parsemée de moments difficiles et de conversations compliquées. Mais pour la première fois depuis 3 ans, je sentais que nous marchions dans la même direction. En sortant de la clinique, Vanessa s'est arrêtée sur le trottoir, une main posée sur son ventre arrondi, le regard perdu au loin. Je me suis tenue à côté d'elle, attendant qu'elle soit prête à parler. Le soleil de fin d'après-midi baignait la rue d'une lumière dorée, et les passants nous contournaient comme des courants d'eau autour de rochers. « Maman » a-t-elle finalement dit, sa voix hésitante. « Est-ce que tu crois que je serai une bonne mère ?» La question m'a prise au dépourvu par son honnêteté brute. Je me suis tournée vers elle, voyant dans ses yeux la même peur que j'avais ressentie il y a 32 ans, quand je la portais elle. « Je crois que tu seras exactement la mère dont cette petite aura besoin, » ai-je répondu, parce que tu te poses cette question. Les mauvaises mères ne doutent jamais d'elles-mêmes. Mais j'ai fait tellement d'erreurs. Nous en faisons tous. Ce qui compte, c'est ce que nous apprenons d'elles. Elle a hoché la tête, essuyant une larme égarée sur sa joue. Je veux qu'elle grandisse en sachant que l'honnêteté vaut plus que les apparences. Que l'amour authentique vaut plus que la perfection fabriquée. Que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir se relever. Alors tu lui apprendras exactement ce dont elle aura besoin, ai-je dit en lui prenant le bras. Et je serai là pour t'aider. Nous avons marché ensemble vers ma voiture, 2 femmes que la vie avait brisées puis reconstruites, désormais unies par quelque chose de plus fort que le sang. Par la vérité enfin dite, par les erreurs enfin reconnues, par l'amour enfin libéré de ces chaînes de non-dits et de malentendus. Cette nuit-là, seule dans ma maison reconstruite de mes propres mains, j'ai regardé par la fenêtre les étoiles qui scintillaient au-dessus du jardin que j'avais planté. Quelque part dans la ville, ma fille dormait avec ma petite fille grandissant dans son ventre. Et quelque part, aussi, Jacques vivait toujours avec ses mensonges, prisonnier d'une vie construite sur des façades.
Mais je ne pensais plus à lui. Je ne pensais qu'à l'avenir, aux possibilités, aux portes qui s'ouvraient enfin, après toutes celles qui s'étaient fermées. 6 mois plus tard, par un matin de janvier vif et lumineux, je me tenais dans ce qui avait été mon atelier de couture, maintenant transformé en chambre de bébé. Les murs étaient d'un vert menthe doux, neutre comme Vanessa l'avait demandé, bien qu'elle sût qu'elle attendait une fille. Un berceau blanc se dressait contre un mur. Un fauteuil à bascule trônait dans le coin près de la fenêtre, baigné par la lumière hivernale qui filtrait à travers les rideaux de dentelle que j'avais moi-même cousus. J'avais passé des semaines à préparer cette pièce, choisissant chaque élément avec soin. Le mobile au-dessus du berceau était fait de petits oiseaux en tissu que j'avais cousus moi-même dans des tons de lavande et de menthe. Le tapis moelleux sous mes pieds venait d'une vente aux enchères caritatives où Ruby m'avait traîné un samedi pluvieux. Chaque détail racontait une histoire, celle d'une grand-mère qui attendait avec impatience l'arrivée de sa petite fille. « C'est parfait !» a dit Vanessa depuis le pas de la porte. À 8 mois de grossesse, elle se déplaçait plus lentement maintenant. Une main toujours posée sur son ventre arrondi, comme pour rassurer la vie qu'il contenait. Son visage avait changé ces derniers mois, pas seulement à cause de la grossesse, mais à cause de quelque chose de plus profond. Les lignes de tension qui avaient marqué son front lors de nos premières retrouvailles s'étaient adoucies. Elle souriait plus facilement, riait plus librement. « Tu es sûre que tu es à l'aise de rester ici jusqu'à la naissance du bébé ?» ai-je demandé. « Ton appartement est au 3e étage sans ascenseur. » Elle a terminé pour moi. « Maman, nous en avons parlé. C'est logique que je sois ici pour les dernières semaines et le 1er mois environ après sa naissance. À moins que tu aies changé d'avis sur le fait de nous avoir. »« Bien sûr que non, » ai-je dit rapidement. « Je veux juste m'assurer que cet arrangement fonctionne pour nous deux. » L'ironie n'échappait à aucune de nous. Après avoir fermement refusé de laisser Vanessa s'installer de façon permanente, c'était moi qui avais suggéré qu'elle reste chez moi temporairement pour les dernières semaines de sa grossesse et la période du nouveau-né. Mais c'était différent. C'était un délai spécifique avec un but clair, pas un arrangement ouvert né du désespoir financier. Et Vanessa avait fait ses preuves au cours des 6 derniers mois. Elle avait respecté son budget, effectuant chaque paiement de loyer à temps. Elle avait assisté à des séances de conseil financier et avait commencé à rembourser lentement ses dettes. Elle avait trouvé un meilleur emploi dans une petite mais dynamique agence de communication qui offrait un congé maternité et une assurance santé. Plus important encore, elle avait été honnête sur ses difficultés, ses peurs, ses espoirs pour l'avenir. Je l'avais vue se battre avec ses démons, affronter les conséquences de ses choix passés et refuser les raccourcis qui auraient pu sembler tentants. Notre relation avait également évolué de manière que je n'aurais pas cru possible. Nous n'étions pas meilleurs amis. Trop de choses s'étaient passées pour ce genre d'intimité facile. Mais nous étions à nouveau mère et fille, liés par le sang et l'histoire. Et maintenant par l'arrivée imminente de la prochaine génération. Les conversations entre nous avaient pris une profondeur nouvelle. Nous parlions de choses dont nous n'avions jamais parlé avant, de mes propres insécurités quand j'étais jeune mère, de ses peurs face à la maternité qui approchait, de nos espoirs pour cette petite fille qui allait bientôt arriver. Jacques restait une présence compliquée dans nos vies. Quand Vanessa lui avait annoncé la grossesse, il s'était prévisiblement concentré sur les apparences, préoccupé par ce que les gens penseraient de sa fille célibataire et enceinte. Il avait parlé d'opportunités manquées et de réputation familiale, comme si ces concepts avaient encore un sens après tout ce qui s'était passé. Mais il avait aussi offert un soutien financier que Vanessa avait poliment décliné. « Je veux faire ça par moi-même » m'avait-elle confié après cette conversation. Ou plutôt, avec ton aide, pas avec ses conditions. Je connais papa maintenant. Chaque euro qu'il donne vient avec des attentes, des obligations, des ficelles invisibles. Je préfère me battre que d'être à nouveau manipulée. Ces mots m'avaient fait comprendre à quel point ma fille avait changé. La jeune femme qui était venue sur mon perron avec ses demi-vérités et ses plans calculés n'existait plus. À sa place, se trouvait quelqu'un qui comprenait enfin la différence entre le prix et la valeur des choses. J'étais en train d'arranger des vêtements de bébé dans la commode quand Vanessa a grimacé, pressant une main sur son côté. « Encore un coup de pied ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête avec un mélange de inconfort et d'émerveillement. « Elle va être footballeuse, je crois. »
ou peut-être batteuse dans un groupe de rock. Elle a souri, puis est devenue sérieuse. Maman, il y a quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est? J'ai réfléchi au prénom. Et j'aimerais l'appeler Lily Ruby Lemaire. Lily parce que j'ai toujours aimé ce prénom. Et Rubis en l'honneur de ton ami qui nous a tellement aidés. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Cette émotion soudaine qui vous prend quand quelque chose de beau et d'inattendu se produit. Ruby, ma première amie dans ce monde nouveau, celle qui m'avait offert un café quand je n'avais rien, celle qui m'avait dit de construire quelque chose de si beau que ma fille verrait ce qu'elle avait manqué. Je pense que Rubis sera absolument ravie, ai-je dit d'une voix étranglée. Et Lily, c'est magnifique. Un prénom de fleur, comme les roses que tu as plantées dans ton jardin. Bien, a dit Vanessa, l'air soulagé. Et j'espérais, est-ce que tu voudrais être dans la salle d'accouchement avec moi? Je ne veux pas faire ça toute seule. J'ai traversé la pièce et pris ses mains dans les miennes. Ses mains qui avaient autrefois claqué une porte sur moi et qui maintenant me demandaient d'être présente pour le moment le plus important de sa vie. Tu ne seras pas seule, Vanessa. Pas un seul instant. Je serai là. Je te tiendrai la main. Je t'encouragerai. Comme j'aurais voulu être là pour tout le reste. Les semaines suivantes ont filé comme des feuilles emportées par le vent d'automne. La maison s'est remplie de préparatifs, de discussions sur les prénoms et les horaires de tété, de visites de Rubis qui apportait des plats cuisinés et des conseils de grand-mère d'expérience, de Carole et Michel qui déposaient des cadeaux pour le bébé à venir. Ma petite maison, autrefois si silencieuse, bourdonnait maintenant d'activité et de vie. Le matin, je préparais le petit déjeuner pendant que Vanessa se réveillait lentement, son corps de plus en plus alourdi par la grossesse avancée. L'après-midi, nous faisions des promenades tranquilles dans le quartier, saluant les voisins qui s'arrêtaient pour demander des nouvelles du bébé. Le soir, nous regardions de vieux films ensemble. Vanessa pelotonnait sur le canapé avec un oreiller calé sous son ventre. C'était étrange et merveilleux de partager à nouveau mon espace avec ma fille après tant d'années de distance. Nous avons appris à naviguer autour des habitudes de l'autre, à respecter les besoins de silence et de compagnie. Elle aimait lire tard dans la nuit, alors que je me levais tôt pour profiter du calme matinal. Elle prenait de longues douches chaudes qui vidaient le ballon d'eau chaude, et j'ai appris à planifier ma toilette autour de ses horaires. Des ajustements mineurs, mais significatifs, chacun un petit acte de considération qui tissait notre relation jour après jour. Certains soirs, nous parlions pendant des heures de tout et de rien, rattrapant le temps perdu. Elle me racontait sa vie ces 3 dernières années, les moments où elle avait pensé à moi, mais n'avait pas eu le courage de décrocher le téléphone. Je lui parlais de ma reconstruction, des jours sombres comme des petites victoires. Nous n'évitions plus les sujets difficiles, Jacques, le divorce, les mensonges qui nous avaient séparés. Nous les affrontions avec une honnêteté nouvelle, pas toujours confortable, mais toujours nécessaire. Un soir, alors que nous étions assises dans la cuisine après le dîner, une tasse de tisane entre les mains, Vanessa m'a posé une question qui la taraudait visiblement depuis longtemps. « Maman, comment as-tu su que tu devais partir? Quitter papa, je veux dire. » Après toutes ces années, j'ai réfléchi un moment avant de répondre, tournant ma tasse entre mes mains, regardant la vapeur s'élever dans la lumière tamisée de la cuisine. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un moment précis. C'était plutôt une accumulation. Des années à ignorer les signes, à me convaincre que les choses allaient s'améliorer, que je me faisais des idées. J'étais devenue experte dans l'art de ne pas voir ce qui était juste devant mes yeux. Puis un jour, j'ai trouvé les messages sur son téléphone. Il l'avait laissé sur la table de la cuisine pendant qu'il prenait une douche et il avait sonné. Je n'aurais pas dû regarder, peut-être, mais quelque chose m'a poussée à le faire. Des messages à cette jeune femme, son assistante, explicite, sans ambiguïté possible. Et quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon cœur, non. Il était déjà fissuré depuis longtemps. Quelque chose de plus profond. L'illusion que je m'étais construite pendant des décennies. La croyance que si je fermais les yeux assez fort, la réalité changerait. « Tu n'as jamais eu de soupçons avant ?» a demandé Vanessa doucement. « Si, bien sûr. Il y avait eu d'autres femmes au fil des ans. Je le savais, au fond de moi. Les retards inexpliqués, les voyages d'affaires un peu trop fréquents, les coups de téléphone qu'il prenait dans une autre pièce. Mais je trouvais toujours des excuses. Pour lui, pour notre famille, pour toi.
Je ne voulais pas te priver de ton père. Je ne voulais pas détruire l'image de la famille parfaite que nous avions construite. Alors je restais et je souffrais en silence. Vanessa a baissé les yeux vers la table. Et au final, c'est lui qui m'a privé de toi. Ces mots étaient lourds de regret, de culpabilité, de cette douleur particulière qui vient quand on réalise trop tard ce qu'on a perdu. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Les faits parlaient d'eux-mêmes. « Comment tu as fait pour ne pas me haïr ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Pendant ces 3 ans où je refusais de te voir, de te parler. Comment tu as fait pour ne pas me détester? Je t'ai détesté parfois, ai-je admis honnêtement, parce que le moment appelait la vérité, pas le réconfort facile. Pas toi vraiment, mais ce que tu me faisais subir. La douleur de ton rejet était insupportable certains jours. Je me réveillais le matin en pensant à toi, et cette pensée me nouait l'estomac. Je voyais des mères et des filles ensemble dans la rue, et je devais détourner le regard. C'était comme un deuil, mais pire, parce que tu étais toujours vivante, juste inaccessible. Elle a essuyé une larme sur sa joue, sa lèvre inférieure tremblant. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, ai-je continué. Tu es ma fille. Tu as grandi dans mon ventre. Tu as pris tes premiers pas dans mes bras. J'ai séché tes premières larmes. Cette partie-là ne pouvait pas changer. Peu importe ce qui se passait entre nous. L'amour d'une mère, ce n'est pas conditionnel. C'est inconditionnel, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi forte que toi, a-t-elle murmuré. La force n'a rien à voir là-dedans. C'était de la survie. J'ai fait ce que je devais faire pour continuer à vivre, pour me lever chaque matin, pour mettre un pied devant l'autre. Et une partie de ça, c'était de garder une porte ouverte pour toi, même si je ne savais pas si tu passerais un jour par cette porte. Même quand l'espoir semblait fou, je ne pouvais pas abandonner complètement. Elle s'est levée maladroitement, son ventre rendant chaque mouvement plus difficile, et est venue m'enlacer. Je l'ai tenue contre moi, sentant les mouvements du bébé entre nous, comme un rappel de la vie qui continuait, qui se renouvelait, qui nous donnait une nouvelle chance. Je suis tellement contente de l'avoir franchie, cette porte, a-t-elle dit contre mon épaule. Moi aussi, ai-je murmuré. Moi aussi. Les dernières semaines de grossesse ont apporté leur lot d'inconfort et d'anticipation. Vanessa avait du mal à dormir, le bébé appuyant sur sa vessie et ses côtes. Je me levais parfois au milieu de la nuit pour lui préparer une tisane et lui tenir compagnie dans ces heures sombres où l'anxiété semble plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Et si quelque chose tournait mal, me demandait-elle un soir, les yeux grands dans la pénombre de la cuisine. Et si je ne suis pas capable de m'en occuper? Toutes les nouvelles mères ont ces peurs, lui ai-je assuré. Je les ai eues aussi quand je t'attendais, mais tu apprendras. Nous apprenons toutes en faisant, et tu ne seras pas seule. Elle a hoché la tête, pas totalement convaincue, mais un peu rassurée. Nous avons parlé cette nuit-là des premières semaines après sa propre naissance, des nuits blanches et des moments de doute, mais aussi des instants de joie pure qui compensaient tout le reste. Je lui ai dit comment elle avait souri pour la première fois, comment elle avait agrippé mon doigt avec une force surprenante, comment j'avais su à ce moment-là que je ferais n'importe quoi pour la protéger. 3 semaines plus tard, après 18 heures de travail, Lily Ruby-Lemaire est entrée dans le monde avec un cri puissant qui démentait sa petite taille. Je suis restée aux côtés de Vanessa tout au long du travail, lui tenant la main, lui épongeant le front, lui murmurant des encouragements quand la douleur semblait insurmontable. J'ai vu ma fille devenir mère, et quelque chose en moi s'est transformé aussi. Alors que je me tenais à côté de Vanessa, la regardant tenir sa fille pour la première fois, j'ai été frappée par le cercle de vie qui se déroulait devant moi. 3 générations de femmes Lemaire, chacune avec sa propre histoire, ses propres forces et faiblesses, son propre chemin à parcourir. Le passé, le présent et l'avenir réunis dans cette petite chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'espoir. Vanessa a levé les yeux vers moi, épuisée mais rayonnante, des larmes coulant sur ses joues. Elle a tes yeux, maman. J'ai regardé le petit visage froissé de ma petite fille, voyant effectivement la même forme d'yeux que Vanessa avait hérité de moi. Ces yeux qui se transmettaient d'une génération à l'autre, portant avec eux une histoire de femme qui avait aimé, souffert et survécu. Elle est parfaite, ai-je chuchoté.
la voix étranglée par l'émotion. Absolument parfaite. Les premières semaines avec un nouveau-né ont été à la fois merveilleuses et épuisantes. Lily avait un appétit vorace et un horaire de sommeil chaotique. Vanessa et moi nous relayions pour les tétés nocturnes et les changements de couche, fonctionnant avec un déficit de sommeil chronique, mais soutenu par l'adrénaline de ce nouvel amour. J'ai regardé ma fille se transformer sous mes yeux. La jeune femme anxieuse et incertaine des premiers jours a cédé la place à une mère de plus en plus confiante. Elle apprenait à interpréter les différents cris de Lily, à la calmer d'un bercement particulier, à l'allaiter avec une aisance croissante. Elle commettait des erreurs, bien sûr, nous en commettons toutes, mais elle apprenait de chacune. Dans les mois qui ont suivi, nous nous sommes installés dans un nouveau rythme. Vanessa et Lily sont restées avec moi plus longtemps que prévu initialement, 3 mois au lieu d'1. Mais c'était une décision mutuelle née de la praticité et d'un confort croissant l'une avec l'autre plutôt que de la dépendance. Quand elles ont finalement déménagé dans l'appartement de Vanessa, c'était avec un plan solide en place. Je garderais Lily 3 jours par semaine pendant que Vanessa travaillait, et elle utiliserait une crèche à proximité pour les 2 autres jours. Nous aurions des dîners du dimanche ensemble, une nouvelle tradition pour ancrer notre relation reconstruite. Les premières semaines de cette nouvelle routine n'ont pas été sans défi. Lily était un bébé difficile, sujette aux coliques et aux nuits agitées. Vanessa, épuisée et débordée, m'appelait parfois à 3 heures du matin, en larmes, se demandant si elle était faite pour être mère. « Est-ce que ça va toujours être aussi dur ?» me demandait-elle, la voix brisée par la fatigue. « Est-ce que ça va s'améliorer un jour ?»« Ça s'améliore, » lui promettais-je. « Les premières semaines sont les plus difficiles. Ton corps récupère, tu apprends à connaître ton bébé, tout est nouveau et effrayant. Mais ça devient plus facile, je te le promets. » Je faisais alors le trajet jusqu'à son appartement. Prenais le bébé dans mes bras et laissais ma fille dormir quelques heures précieuses. Ce n'était pas de l'ingérence ou une façon de prendre le contrôle. C'était de l'amour en action, ce genre de soutien pratique que les familles sont censées s'offrir les unes aux autres. Ruby, fidèle à elle-même, est devenue une sorte de grand-mère honoraire pour Lily. Elle venait souvent avec des plats mijotés et des histoires de sa propre expérience de mère, offrant cette sagesse que seules les années peuvent apporter. « Tu fais du bon travail », disait-elle à Vanessa. « Arrête de te comparer à une image de perfection qui n'existe pas. Les vraies mères sont fatiguées, désordonnées et pleines de doutes. C'est comme ça qu'on sait qu'on fait les choses bien. » Ces mots semblaient apaiser Vanessa d'une manière que mes propres assurances ne pouvaient pas toujours atteindre. Peut-être parce que Rubis n'avait aucune histoire avec elle, aucun bagage de conflits passés. Elle était simplement une femme sage qui offrait son expérience sans jugement. Carole et Michel ont également joué leur rôle, offrant de garder Lily occasionnellement pour que Vanessa puisse avoir quelques heures pour elle. La communauté que j'avais construite pendant mes années de solitude était maintenant devenue le filet de sécurité de ma fille et de ma petite-fille. C'était un cercle vertueux de générosité que je n'aurais jamais imaginé possible dans mes jours les plus sombres. Jacques, lui, restait en marge. Il avait rencontré Lily une fois, lors d'une visite brève et maladroite organisée par Vanessa, dans un effort de maintenir une sorte de lien familial. Il avait tenu le bébé comme on tient un objet fragile dont on ne sait que faire, puis s'était rapidement excusé en invoquant un rendez-vous urgent. Je l'ai regardé partir depuis la fenêtre de Vanessa, cet homme avec qui j'avais passé presque 30 ans de ma vie, et j'ai ressenti une étrange sérénité. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Il n'avait plus de pouvoir sur nous. « C'est mieux ainsi », avait dit Vanessa après son départ. « Je ne veux pas qu'elle grandisse avec ses attentes et ses conditions. Je veux qu'elle soit libre d'être elle-même, d'être imparfaite, d'être authentique. » Ces mots m'avaient ému profondément. Ma fille avait vraiment appris de nos erreurs collectives. Un soir de printemps tardif, alors que Lily venait d'avoir 4 mois, Vanessa et moi étions assises dans mon jardin, regardant les roses fleurir. Les mêmes roses que j'avais plantées quand j'avais emménagé, maintenant matures et épanouies, leurs pétales veloutés libérant un parfum enivrant dans l'air tiède du soir. « J'ai beaucoup réfléchi aux portes », a dit Vanessa soudainement, brisant le silence confortable qui s'était installé entre nous. « Aux portes ?» ai-je demandé, surprise par le changement de sujet. Elle a hoché la tête, berçant doucement Lily qui s'était endormie dans son porte-bébé. « Il y a 3 ans,
quand je t'ai fermé ma porte, pensant que je me protégeais, que je te privais de quelque chose. Mais en réalité, je me suis juste enfermée avec des mensonges. J'ai créé ma propre prison et j'ai jeté la clé. Et maintenant? Ai-je demandé doucement. Maintenant, j'apprends à garder les bonnes portes ouvertes, a-t-elle dit, jetant un regard à sa fille endormie. Pour elle, pour toi, pour moi-même, et à reconnaître lesquelles doivent rester fermées. Comme la porte vers l'utilisation des gens quand on a des problèmes. Ai-je suggéré gentiment. Elle a grimacé, mais a hoché la tête. Exactement. Et la porte vers vivre au-dessus de ses moyens pour maintenir les apparences. La porte vers croire ce qui est pratique plutôt que ce qui est vrai. La porte vers fuir ses responsabilités. J'ai tendu la main et serré la sienne. Ce sont de bonnes portes à fermer. Des portes difficiles, mais nécessaires. Et toi, maman? Quelle porte fermes-tu? J'ai considéré la question, regardant un papillon se poser sur l'une de mes roses. La porte vers le doute de ma propre valeur. La porte vers mesurer ma valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et la porte vers laisser l'amour m'aveugler aux signaux d'alarme. Vanessa est restée silencieuse un moment, absorbant mes paroles. Tu penses que tu ouvriras un jour la porte vers une autre relation? Après papa, je veux dire. La question m'a surprise. Je n'avais pas beaucoup pensé au rendez-vous amoureux depuis le divorce, trop concentré sur la survie puis la reconstruction. Mon cœur s'était habitué à sa solitude, et cette solitude était devenue une compagne familière plutôt qu'un vide à combler. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour, si je rencontre quelqu'un qui respecte mes limites et apprécie ce que j'ai construit ici. Quelqu'un qui comprend que je ne suis plus la femme que j'étais. Celle qui acceptait d'être diminuée pour maintenir la paix. Mais je ne cherche pas. Je suis contente de ma vie telle qu'elle est. Même avec une fille chaotique et un bébé qui pleure perturbant ta tranquillité? A demandé Vanessa avec un petit sourire. J'ai ri, ce rire sincère qui venait du fond du cœur. Même avec ça. Surtout avec ça. Ma solitude n'était jamais un choix, tu sais. C'était une conséquence. Maintenant que vous êtes revenu dans ma vie, je réalise à quel point vous m'aviez manqué. Comme sur un signal, Lily s'est agitée et a commencé à gémir. Vanessa s'est levée pour s'occuper d'elle, la soulevant avec l'aisance de la pratique. Je les ai regardées. Cette fille qui m'avait autrefois fermé sa porte, et cette petite fille qui en avait ouvert une nouvelle. Et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La vie avait continué à présenter des défis, comme elle le fait toujours. Le travail de Vanessa traversait des hauts et des bas. Les nuits sans sommeil avec un nourrisson testaient sa patience et sa résilience. Les souvenirs de ce qui s'était passé entre nous ressurgissaient parfois, apportant avec eux des vagues de tristesse et de regret. Mais nous les affrontions ensemble maintenant, avec honnêteté et patience. Un dimanche matin de juin, alors que je préparais le petit déjeuner dans ma cuisine ensoleillée, j'ai entendu Vanessa descendre les escaliers avec Lily dans les bras. Le bébé gazouillait joyeusement, ses petites mains battant l'air. Le soleil entrait à flot par la fenêtre, illuminant la cuisine d'une lumière dorée qui rendait tout plus beau. « Bonjour mes beautés », ai-je dit en les accueillant avec un sourire. Vanessa m'a embrassée sur la joue et a installé Lily dans sa chaise haute. Elle avait l'air plus reposée que d'habitude, plus légère d'une certaine façon. Il y avait une étincelle dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. « J'ai quelque chose à te dire, maman. » J'ai posé la spatule et me suis tournée vers elle, une pointe d'inquiétude me traversant. « Quoi? » J'ai reçu une promotion hier, responsable de projet, avec une augmentation de salaire significative. « Oh, Vanessa, c'est merveilleux. » Je l'ai serrée dans mes bras, le soulagement et la fierté se mélangeant dans ma poitrine. « Tu le mérites tellement. Tout ton travail acharné, ta persévérance, ça paie enfin. » Elle s'est reculée, les yeux brillants de larmes contenues. Ça veut dire que je peux enfin commencer à rembourser mes dettes plus vite. Et dans 1 an ou 2, je pourrais peut-être acheter un petit appartement. Quelque chose à moi, comme tu as fait avec cette maison. L'idée que ma fille suivait mes traces, non pas dans l'échec et la reconstruction forcée, mais dans l'aspiration à l'indépendance et à la propriété, m'a remplie d'une joie que je n'aurais pas cru possible il y a quelques années. Elle apprenait de mon exemple, pas en répétant mes erreurs, mais en s'inspirant de mes succès. « Tu n'as pas besoin de te presser, » ai-je dit. L'important, c'est d'avancer à ton rythme, de façon durable. Les raccourcis mènent souvent à des impasses. Je sais, c'est ce que tu m'as appris. Pas par les mots, mais par l'exemple. En regardant ce que tu as construit ici,
Brique par brique, jour après jour, je me suis rendu compte que les choses les plus précieuses prennent du temps. Les mois ont continué à défiler, apportant avec eux le changement des saisons et la croissance de Lily. Elle a appris à s'asseoir, puis à ramper, puis à faire ses premiers pas hésitants en se tenant aux meubles. Chaque étape était une célébration, un rappel que la vie continuait sa marche inexorable vers l'avant. Je la gardais 3 jours par semaine, ces journées devenant le point culminant de ma semaine. Nous chantions des comptines, nous lisions des livres d'images, nous jouions dans le jardin. Je lui montrais les fleurs et les papillons, lui apprenais les noms des couleurs et des formes. Elle m'appelait Mamie, avec un enthousiasme qui me faisait fondre à chaque fois. Vanessa et moi avons développé une routine confortable. Les dimanches étaient sacrés, réservés aux repas en famille et aux promenades dans le quartier. Je l'accompagnais aux rendez-vous médicaux de Lily quand elle le demandait. Elle m'aidait au jardin quand le temps le permettait. Nous n'avions pas effacé le passé, mais nous avions appris à construire sur ses ruines. Un après-midi d'automne, alors que Lily faisait sa sieste et que nous prenions le thé sur ma terrasse, Vanessa m'a fait une confession qui m'a prise au dépourvu. « J'ai vu papa la semaine dernière », a-t-elle dit, les yeux fixés sur sa tasse. Je n'ai pas répondu, attendant qu'elle continue, sentant mon estomac se nouer légèrement. Il m'a demandé de l'argent, pour un investissement sûr, selon lui, un projet immobilier infaillible. Ces vieilles ficelles, toujours les mêmes. J'ai senti mes entrailles se nouer davantage. « Et qu'est-ce que tu as dit ?» Je lui ai dit non. Elle a levé les yeux pour rencontrer les miens, et j'y ai vu une force nouvelle, une assurance qui n'était pas là 3 ans plus tôt. Je lui ai dit que je ne le finançais plus et je ne le croyais plus, et que s'il voulait avoir une relation avec sa petite fille, ce serait à mes conditions, pas aux siennes. Des conditions basées sur l'honnêteté et le respect, pas sur l'argent et les manipulations. La fierté que j'ai ressentie à cet instant était presque douloureuse dans son intensité. Ma fille avait finalement vu son père tel qu'il était vraiment, non pas à travers mes yeux, mais à travers les siens propres. Elle avait tiré ses propres conclusions et posé ses propres limites. Comment a-t-il réagi? Il était furieux, bien sûr. Il a dit que j'étais devenue exactement comme toi, comme si c'était une insulte, comme si être comme moi était la pire chose qui puisse arriver. Elle a souri légèrement, un sourire qui contenait des années de leçons apprises à la dure. Je lui ai dit que c'était le plus beau compliment qu'il m'ait jamais fait. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la sienne, sentant la chaleur de sa peau, la solidité de sa présence. Je suis fière de toi, Vanessa. Ce n'était pas facile de lui tenir tête comme ça, de voir la vérité après avoir cru ses mensonges pendant si longtemps. Non, mais c'était nécessaire, pour moi et pour Lily. Elle mérite mieux que les manipulations et les mensonges. Elle mérite la vérité, même quand elle est difficile. Surtout quand elle est difficile. C'est la leçon la plus importante que tu puisses lui enseigner. L'hiver est arrivé doucement cette année-là, apportant avec lui des journées courtes et des soirées confortables au coin du feu. La maison sentait le pain d'épices et les pommes cuites, ces parfums qui évoquent les fêtes et la chaleur familiale. Lily a eu 1 an en janvier et nous avons organisé une petite fête à la maison avec Ruby, Carole, Michel et quelques autres amis proches. La maison débordait de rires et de chaleur humaine, si différente de la solitude glaciale de mon appartement d'il y a 4 ans. Alors que les invités partaient un à un et que Vanessa couchait une Lily épuisée mais heureuse, je me suis retrouvée debout devant la fenêtre du salon, regardant la neige tomber doucement sur mon jardin endormi. Les flocons dansaient dans la lumière du réverbère, créant un spectacle silencieux et magique. Chaque flocon était unique, comme chaque moment de cette nouvelle vie que j'avais construite. Ruby s'est approchée de moi, s'appuyant sur sa canne comme elle le faisait toujours maintenant. Son pas était plus lent qu'avant, mais son regard restait vif et perspicace. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a des années ?» a-t-elle demandé. « Quand tu étais assise sur ce perron, le cœur brisé par ta fille qui te rejetait, je me suis tournée vers elle, cette femme qui avait été ma première amie dans cette nouvelle vie, mon guide dans les moments les plus sombres. Tu m'as dit de construire quelque chose de si bien que quand elle reviendrait, elle verrait exactement ce qu'elle avait manqué. Et regarde, elle a fait un geste englobant la pièce, les photos de famille sur les murs, les jouets de Lily dans un coin, les restes du gâteau d'anniversaire sur la table,
les empreintes de pas dans la neige devant la fenêtre. Elle est revenue, et elle a vu. J'ai hoché la tête, sentant les larmes me piquer les yeux. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas juste elle qui voit, je vois aussi. Je vois ce que j'ai construit, ce que j'ai surmonté. Je vois ma propre valeur maintenant, pas à travers les yeux de Jacques ou même de Vanessa, mais à travers les miens. Ruby m'a tapoté le bras avec affection. Ce geste si familier maintenant. C'est ça, la vraie victoire, ma chère. Pas de prouver quelque chose aux autres, mais de te prouver quelque chose à toi-même. Vanessa nous a rejointes, ayant fini de coucher Lily. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse. Cette fatigue bien heureuse des mères qui ont passé une journée à célébrer leur enfant. « De quoi parlez-vous, toutes les deux ?» a-t-elle demandé en s'approchant. « Des portes ?» ai-je répondu. « Et de ce qu'on trouve quand on a le courage de les ouvrir. » Le printemps suivant, Vanessa a fait son premier versement sur un petit appartement dans le même quartier que ma maison. Ce n'était pas grand-chose. 2 chambres au 2e étage d'un immeuble modeste, mais c'était à elle. Acheté avec l'argent qu'elle avait économisé centime par centime, avec un prêt qu'elle avait obtenu sur la base de son propre historique de crédit, patiemment reconstruit. La signature chez le notaire a été un moment de pure émotion. Je me tenais à côté d'elle, tandis qu'elle apposait son nom sur les documents officiels. Lily babillant joyeusement dans mes bras, inconsciente de l'importance de ce moment. Quand tout a été terminé et que le notaire nous a félicités, Vanessa s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux. « Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi, maman. »« Pas l'argent. Je sais que tu n'as rien payé. Mais le modèle, l'exemple. Tu m'as montré que c'était possible de tout reconstruire à partir de rien. Et tu m'as appris à le faire avec intégrité, avec patience, avec honnêteté. » Je l'ai serrée dans mes bras, Lily coincée entre nous, protestant contre la compression avec des cris indignés qui nous ont fait rire à travers nos larmes. L'emménagement dans son nouvel appartement a été une affaire de famille et de communauté. Michel et son fils ont porté les meubles lourds. Carole a organisé la cuisine avec une efficacité redoutable. Rubis a supervisé depuis un fauteuil confortable, donnant des ordres que tout le monde ignorait poliment tout en souriant. J'ai cousu des rideaux pour chaque fenêtre, personnalisant l'espace avec des touches de couleur et de chaleur, mettant dans chaque point l'amour que j'avais pour ma fille et ma petite-fille. Le soir, quand tout le monde est parti et que Lily dormait paisiblement dans sa nouvelle chambre, Vanessa et moi, nous sommes assises sur son balcon minuscule, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit. L'air était doux, portant les parfums du printemps. Et quelque part, un merle chantait encore malgré l'heure tardive. « Tu sais ce que je réalise ?» a dit Vanessa, après un long silence contemplatif. « Quoi ? Il y a 4 ans, quand je t'ai fermé ma porte, je pensais que je te punissais, que je te privais de quelque chose de précieux. Mais en réalité, c'est moi qui me suis privée. De ta sagesse, de ton soutien, de ton amour inconditionnel. J'ai perdu 3 ans que je ne récupérerai jamais. Nous ne pouvons pas changer le passé. » ai-je dit doucement, posant ma main sur la sienne. Mais nous pouvons choisir comment nous construisons l'avenir. C'est tout ce qui compte, vraiment. Elle a hoché la tête, son regard se tournant vers la fenêtre de la chambre de Lily, où brillait une veilleuse douce. Je veux qu'elle sache cette histoire un jour. Pas pour lui faire haïr son grand-père, mais pour qu'elle comprenne l'importance de la vérité. Et du pardon? Et de savoir quand fermer une porte et quand l'ouvrir. Elle apprendra, ai-je assuré. Par nos exemples plus que par nos mots. C'est comme ça que les vraies leçons se transmettent, de génération en génération. Nous sommes restées assises là en silence pendant un long moment. 2 femmes que la vie avait brisées puis forgées à nouveau, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. Et j'ai su, avec une certitude tranquille qui m'emplissait tout entière, que nous avions trouvé notre chemin. Pas vers la perfection, car elle n'existe pas, mais vers quelque chose de plus précieux encore, une authenticité durement gagnée, une connexion reconstruite brique par brique sur les fondations de l'honnêteté et du respect mutuel. Un soir d'été, alors que les roses de mon jardin étaient en pleine floraison et que le parfum des fleurs emplissait l'air tiède du crépuscule, nous nous sommes retrouvées toutes les 3 dans ce jardin que j'avais planté de mes propres mains. Lily, maintenant une petite fille de presque 2 ans aux boucles brunes et aux yeux vifs, courait entre les parterres, poursuivant un papillon avec des cris de joie pure.
Vanessa et moi étions assises sur le banc que Michel avait construit pour moi l'année précédente, regardant ma petite fille découvrir les merveilles du monde naturel avec l'émerveillement propre à l'enfance. Elle ressemble de plus en plus à toi, a dit Vanessa en souriant. Pas seulement les yeux. La façon dont elle examine les choses, dont elle veut comprendre comment tout fonctionne. Cette curiosité insatiable. C'est une exploratrice, ai-je dit avec fierté, comme sa mère. Et comme sa grand-mère, a ajouté Vanessa avec tendresse. Nous avons ri ensemble, ce rire facile et complice qui était devenu naturel entre nous après tant de mois de reconstruction patiente. Ce rire qui disait que nous avions traversé le pire et que nous en étions sorties plus fortes. « Maman, je pensais à quelque chose, » a dit Vanessa après un moment. « Quoi donc? On pourrait lui montrer comment planter des roses le printemps prochain? Tout le monde devrait savoir comment faire pousser de belles choses. » J'ai regardé ma petite fille, qui s'était accroupie devant un rosier, examinant une fleur avec une concentration intense, digne d'une scientifique. Elle a tendu un doigt prudent pour toucher les pétales, puis s'est retournée vers nous avec un sourire éblouissant qui illuminait tout son petit visage. « Oui ?» ai-je dit, la voix légèrement enrouée par l'émotion. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. Nous lui apprendrons ensemble. » Et alors que nous étions assises là, dans le jardin que j'avais planté de mes propres mains il y a maintenant plusieurs années, je savais que la vie apporterait encore des défis, encore des portes à ouvrir et à fermer. Mais maintenant, nous les affrontions ensemble. 3 générations de femmes apprenant des erreurs et des triomphes les unes des autres, construisant quelque chose de plus fort que les tempêtes qui avaient menacé de nous déchirer. Et c'était, ai-je réalisé avec une clarté soudaine, la plus belle chose que j'ai jamais fait pousser. Il y a 3 ans, ma fille m'avait dit que je n'étais plus la bienvenue chez elle. J'avais conduit jusqu'à la maison ce jour-là, avec rien d'autre que mes clés de voiture et un trou béant dans la poitrine, croyant que j'avais peut-être perdu la seule vraie connexion que j'aurais jamais. Mais je n'avais pas perdu. J'avais appris. J'avais appris que parfois les gens qui partagent votre sang peuvent drainer votre esprit plus vite que n'importe quel étranger. J'avais appris que les limites ne sont pas des murs pour empêcher l'amour d'entrer, ce sont des portes qui le protègent, qui le préservent pour ceux qui le méritent vraiment. Et j'avais appris que ma valeur ne se mesure pas à qui choisit de se tenir à mes côtés, mais à comment je me tiens debout quand ils s'en vont. Le soleil se couchait maintenant, projetant de longs rayons dorés à travers mon jardin, transformant chaque pétale de rose en joyau étincelant. Vanessa s'est levée pour attraper Lily, qui commençait à montrer des signes de fatigue, se frottant les yeux avec ses petits poings. Je les ai regardés. Cette fille qui m'avait un jour fermé sa porte avec tant de finalité, et cette petite fille qui en avait ouvert une nouvelle pleine de promesses. Et j'ai ressenti une paix profonde qui m'enveloppait comme une couverture chaude. « Qu'est-ce que tu en penses, Lily ?» ai-je chuchoté alors que Vanessa me passait le bébé somnolent. « On montre à ta maman comment planter des roses au printemps prochain? Tout le monde devrait savoir comment faire pousser de belles choses. » Lily a gazouillé en réponse, agrippant une mèche de mes cheveux avec ses petits doigts potelés. Et Vanessa a ri, ce rire ouvert et sincère qui était devenu si familier au cours de ces derniers mois, ce rire qui me réchauffait le cœur chaque fois que je l'entendais. Alors que nous étions assises là, dans le jardin que j'avais planté de mes propres mains, je savais que la vie apporterait encore des défis, encore des portes à ouvrir et à fermer, encore des leçons à apprendre. Mais maintenant, nous les affrontions ensemble. 3 générations de femmes apprenant des erreurs et des triomphes les unes des autres, construisant quelque chose de plus fort que les tempêtes qui avaient menacé de nous séparer. Et cela, ai-je réalisé en regardant le soleil disparaître lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, était la plus belle chose que j'ai jamais cultivée. Non pas des roses, aussi magnifiques soient-elles, avec leurs pétales veloutés et leurs parfums enivrants. Non pas une maison, aussi fièrement reconstruite soit-elle de mes propres mains, mais cette connexion retrouvée, cette confiance patiemment recousue point par point, cette famille réinventée sur les cendres de ce qui avait été détruit par les mensonges et les malentendus. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, scintillant comme des promesses lointaines.
Quelque part dans la ville, Jacques vivait toujours sa vie de façade et de manipulation, prisonnier de ses propres choix. Mais je ne pensais plus à lui. Je ne pensais qu'au chemin parcouru, aux leçons apprises, aux portes que j'avais eu le courage d'ouvrir et celles que j'avais eu la sagesse de fermer. Il y a 3 ans, j'avais cru que tout était fini. Que ma vie telle que je la connaissais s'était effondrée sans espoir de reconstruction. Mais en réalité, tout ne faisait que commencer. Un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, une nouvelle Christine. Et maintenant, assise dans mon jardin avec ma fille et ma petite-fille, entourée par les roses que j'avais plantées et les murs que j'avais reconstruits, je savais enfin ce que signifiait vraiment être chez soi. Ce n'était pas un lieu géographique, un point sur une carte. Ce n'étaient même pas des personnes, bien qu'elles en fassent une partie essentielle. C'était cette certitude tranquille au plus profond de soi qu'on mérite d'être là, qu'on a sa place dans ce monde, qu'on a le droit d'exister, de prendre de la place, d'avoir des opinions et des limites et des rêves. C'était savoir que peu importe ce qui se passe dehors, il y a un endroit à l'intérieur de soi qui reste intact, inviolable, précieux. Un sanctuaire que personne ne peut vous enlever. J'avais passé presque 30 ans à chercher ce sentiment dans le regard de Jacques, dans l'approbation de ma fille, dans les attentes des autres, courant après quelque chose qui ne pouvait venir que de l'intérieur. Et tout ce temps, il m'attendait ici, dans ce petit pavillon que j'avais rebâti de mes mains, dans ce jardin que j'avais cultivé avec patience et amour, dans ce cœur que j'avais réparé point par point, comme les vêtements que je cousais pour mes clients. « Chez soi, c'est là où commence ton histoire », disait la plaque que Ruby m'avait offerte et qui était toujours accrochée à côté de ma porte d'entrée. Elle avait raison, comme toujours. Mais j'ajouterai maintenant quelque chose à cette sagesse. Chez soi, c'est aussi là où on choisit comment cette histoire continue, où on décide quels chapitres écrire et lesquels refermer définitivement. Et moi, Christine Lemaire, 58 ans quand tout s'est effondré, 62 ans maintenant que tout s'est reconstruit, j'avais choisi la vérité. J'avais choisi les limites. J'avais choisi l'amour authentique plutôt que les apparences creuses, la substance plutôt que le superficiel. Et au bout de ce chemin difficile et douloureux, parsemé de larmes et de doutes, j'avais trouvé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible dans mes moments les plus sombres. La paix, non pas l'absence de problème, car il viendrait toujours. C'est la nature de la vie. Mais cette assurance profonde et inébranlable que quoi qu'il arrive, je savais maintenant comment me tenir debout, et que les portes de ma maison, de mon cœur, de ma vie, s'ouvriraient et se fermeraient selon mes propres choix. Jamais plus selon ceux de quelqu'un d'autre. Lily s'est endormie dans mes bras, son petit corps chaud et confiant contre ma poitrine, son souffle régulier apaisant comme une berceuse. Vanessa s'est penchée pour l'embrasser sur le front, avec une tendresse qui me rappelait comment je l'embrassais elle, il y a si longtemps, puis elle m'a embrassée sur la joue avec cette même douceur. « Merci, maman », a-t-elle murmuré contre ma joue. « Pour tout, pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir laissé revenir. » Je n'ai pas répondu avec des mots, car certains moments n'en ont pas besoin. Je l'ai simplement serrée contre moi. Ma fille adulte, ma petite fille endormie, les roses parfumées autour de nous, et les étoiles scintillantes au-dessus. Il y avait des moments, dans la vie, qui n'avaient pas besoin d'être expliqués ou embellis, analysés ou commentés. Des moments qui se suffisaient à eux-mêmes dans leur simplicité parfaite, dans leur beauté tranquille. C'était l'un de ces moments précieux, et je les savourais pleinement, avec chaque fibre de mon être, sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles portes à considérer. Mais pour l'instant, dans ce jardin que j'avais planté avec espoir, dans cette maison que j'avais reconstruite avec détermination, entourée des femmes de ma lignée qui portaient toutes les mêmes yeux, j'étais exactement là où je devais être, chez moi. Ces 2 mots simples portaient en eux tout le poids de mon voyage, toute la distance parcourue depuis ce jour glacial où ma fille m'avait fermé sa porte. Il contenait les nuits blanches dans mon petit appartement, le bourdonnement de ma machine à coudre, le goût amer du café que je buvais seule à l'aube. Il contenait aussi la chaleur des amitiés nouvelles, le parfum des roses que j'avais plantées,
le rire de ma petite fille qui résonnait maintenant dans ces murs reconstruits. Les semaines qui ont suivi cette soirée dans le jardin ont apporté leur lot de petits bonheurs quotidiens. Lily a prononcé ses premiers vrais mots, Mamie étant l'un d'eux, ce qui m'a fait pleurer de joie devant Vanessa, qui riait de ma réaction émotive. Je lui ai appris à faire des bouquets avec les fleurs du jardin, ses petites mains maladroites arrachant parfois plus de pétales qu'elle n'en gardait, mais son enthousiasme était contagieux. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à prendre leur teinte dorée et que l'air portait cette fraîcheur particulière qui annonce le changement de saison, Rubis m'a appelée avec une nouvelle qui m'a remplie de tristesse et de gratitude mêlée. « Christine » a-t-elle dit de sa voix devenue plus frêle ces derniers mois. « Je vais déménager. Ma fille Sophie insiste pour que je vienne vivre près d'elle à Marseille. Avec mes problèmes de santé, elle a probablement raison. » Mon cœur s'est serré. Ruby avait été ma première amie dans cette nouvelle vie, celle qui m'avait tendu la main quand je n'avais rien, celle qui m'avait donné le conseil qui avait changé ma perspective sur tout. L'idée de la perdre, même si ce n'était qu'une question de distance, me faisait mal. « Tu vas me manquer terriblement, » ai-je dit, la gorge nouée. « Et toi aussi, ma chère, mais tu n'as plus besoin de moi maintenant. Tu as ta fille, ta petite fille, ta maison, ton entreprise. Tu as construit exactement ce que je t'avais dit de construire. Et c'est magnifique !» Elle a fait une pause et j'ai entendu l'émotion dans sa voix quand elle a repris. « Je suis tellement fière de toi, Christine, de tout ce que tu as accompli. Tu es la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Son départ, quelques semaines plus tard, a été un moment de profonde émotion. Nous avons organisé une petite fête d'adieu dans mon jardin, avec tous les amis qu'elle avait contribué à rassembler autour de moi au fil des années. Carole et Michel étaient là, ainsi que Diane, Éléonore Chen et son mari, et tant d'autres visages qui étaient devenus familiers et chers. Vanessa a fait un discours touchant, remerciant Rubis d'avoir pris soin de sa mère quand elle n'avait pas été capable de le faire elle-même. Les larmes coulaient librement, mais c'étaient des larmes de gratitude autant que de tristesse. Quand Ruby est montée dans la voiture de sa fille pour partir vers sa nouvelle vie à Marseille, elle m'a serrée dans ses bras une dernière fois. « Continue à planter des roses », a-t-elle murmuré, « et continue à ouvrir les bonnes portes. » La vie après le départ de Rubis a continué son cours, différente mais pas diminuée. Nous nous appelions régulièrement, partageant les nouvelles de nos vies respectives. Elle adorait le climat méditerranéen et avait déjà trouvé un nouveau cercle d'amis pour ses cafés hebdomadaires. Et moi, j'avais appris à porter avec moi la sagesse qu'elle m'avait transmise, même en son absence. L'hiver suivant a apporté une surprise inattendue. Jacques, qui avait été si absent de nos vies, est tombé gravement malade. Une crise cardiaque l'avait laissé affaibli et, pour la première fois de sa vie, véritablement vulnérable. Vanessa m'a annoncé la nouvelle avec une expression complexe sur le visage, mélange de préoccupation filiale et de rancœur non résolue. « Je ne sais pas quoi faire, maman, » a-t-elle admis. « Une partie de moi veut aller le voir parce que c'est mon père malgré tout. Mais une autre partie se souvient de tout ce qu'il nous a fait, à toi et à moi. » Je l'ai écouté sans essayer de l'influencer dans un sens ou dans l'autre. C'était sa décision à prendre, son propre chemin à tracer. Je lui ai simplement dit que, quelle que soit sa décision, je la soutiendrais. Finalement, elle a choisi d'aller le voir à l'hôpital, mais elle m'a demandé de l'accompagner. « Pas pour me réconcilier avec lui, » a-t-elle précisé, « mais parce que j'ai besoin de toi à mes côtés. » C'était la première fois que je revoyais Jacques depuis le divorce, près de 5 ans plus tôt. Le temps et la maladie l'avaient changé. L'homme arrogant et manipulateur que j'avais connu semblait avoir rétréci. Ses yeux autrefois si assurés maintenant pleins d'une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. Vanessa lui a parlé brièvement, lui montrant des photos de Lily sur son téléphone. Il a regardé les images de sa petite fille avec une expression indéchiffrable. Peut-être du regret pour tout ce qu'il avait manqué, peut-être simplement de la curiosité. Je ne saurais jamais vraiment ce qui se passait dans son esprit. Quand nous sommes partis, il a tendu la main vers moi. Un geste que je n'attendais pas. « Christine » a-t-il dit d'une voix affaiblie, « je suis désolée. » Je ne sais pas si ses excuses étaient sincères ou simplement motivées par la peur de la mort. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. J'avais fait la paix avec mon passé, non pas en le pardonnant nécessairement,
mais en choisissant de ne plus lui permettre de définir mon présent ou mon avenir. J'ai hoché la tête, rien de plus, et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, Vanessa m'a demandé comment je me sentais. Libre, ai-je répondu après un moment de réflexion. Je me sens libre. Elle a pris ma main et l'a serrée, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. Jacques a survécu à sa crise cardiaque, mais il est resté diminué, ayant besoin d'aide pour les tâches quotidiennes. Vanessa a établi une routine de visite occasionnelle, toujours à ses propres conditions, jamais en cédant à ses tentatives de manipulation. Elle avait appris à maintenir des limites saines, à offrir de la compassion sans se laisser exploiter. C'était une leçon difficile, mais elle l'avait apprise. Le printemps est revenu, et avec lui le moment que nous attendions toutes. Par une matinée ensoleillée d'avril, Vanessa, Lily et moi, nous sommes retrouvés dans mon jardin, armés de gants de jardinage, de petites pelles et de plants de rosier. Lily, maintenant âgée de 2 ans et demi, était surexcitée à l'idée de mettre les mains dans la terre. « Regarde, mamie !» a-t-elle crié en brandissant une poignée de terre humide. « C'est sale !»« Oui, ma chérie, » ai-je ri. « Et c'est dans cette terre que les plus belles choses poussent. » J'ai guidé ses petites mains pour creuser un trou, lui montrant comment positionner délicatement les racines du rosier, comment tasser la terre autour et arroser généreusement. Vanessa nous regardait, un sourire tendre sur les lèvres, prenant des photos avec son téléphone. « Tu lui enseignes plus que le jardinage, » a-t-elle dit doucement. « Je lui enseigne que les belles choses prennent du temps, » ai-je répondu, « et de la patience, et beaucoup d'amour. »« Comme notre famille, » a ajouté Vanessa. « Exactement comme notre famille. » Quand nous avons terminé, 3 nouveaux rosiers se dressaient fièrement à côté de ceux que j'avais plantés il y a des années. Les anciens, matures et fleuris, semblaient accueillir les nouveaux venus, leur offrant l'ombre protectrice de leurs branches. C'était une image parfaite de ce que nous avions construit ensemble, l'ancien et le nouveau, les cicatrices et la croissance, le passé et l'avenir entrelacés. Lily, épuisée par ses efforts de petite jardinière, s'est endormie sur une couverture étendue sur la pelouse. Vanessa et moi nous sommes assises près d'elle, profitant du soleil printanier et du chant des oiseaux. « Maman » a dit Vanessa après un long silence contemplatif. « Merci. » « Pourquoi me remercies-tu ? » ?»« Pour tout. Pour ne pas avoir renoncé à moi quand j'en aurais mérité. Pour m'avoir montré qu'il était possible de se relever après une chute. Pour être la grand-mère que je rêvais pour ma fille. » J'ai passé mon bras autour de ses épaules, l'attirant contre moi comme je le faisais quand elle était enfant. « Tu n'avais pas besoin de me remercier. C'est ce que font les mères. Nous ne renonçons jamais vraiment, même quand nous devrions peut-être le faire. » Elle a ri doucement. « C'est peut-être notre super pouvoir. »« Ou notre malédiction, » ai-je répondu en souriant. « Probablement un peu des deux. » Nous sommes restés là un long moment, regardant Lily dormir, écoutant le bourdonnement paisible du jardin en plein éveil printanier. Les abeilles butinaient les premières fleurs, les papillons dansaient dans la brise tiède, et quelque part au loin, un chien aboyait joyeusement. La vie ordinaire dans toute sa beauté extraordinaire. Il y a 4 ans, ai-je dit finalement, j'étais assise seule dans un appartement qui sentait le désinfectant, me demandant si je survivrais au lendemain. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Regarde ce que nous avons construit. Vanessa a suivi mon regard autour du jardin, vers la maison aux murs verts, vers sa fille endormie, vers les rosiers nouvellement plantés. « C'est magnifique !» a-t-elle dit. « Et c'est réel. Pas une façade, pas une apparence, c'est authentique. C'est ce qui compte le plus, » ai-je répondu. L'authenticité, la vérité. Même quand elle est difficile, même quand elle fait mal. C'est la seule fondation sur laquelle on peut vraiment construire quelque chose de durable. Lily s'est agitée dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible avant de se rendormir. J'ai regardé son petit visage paisible, ses traits qui portaient l'empreinte de 3 générations de femmes, et j'ai ressenti une gratitude si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. La vie m'avait tout pris à un moment, ma famille, ma maison, ma confiance en moi, mais elle m'avait aussi tout redonné, différent, transformé, peut-être même meilleur. Car maintenant, chaque chose que je possédais, chaque relation que j'entretenais, était le fruit de mes propres choix, de mes propres efforts, de ma propre vérité.
Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de non-dits, plus de portes fermées par peur ou par orgueil. Il n'y avait que cette vie authentique, imparfaite et belle, que j'avais construite de mes propres mains, point par point, comme les vêtements que je cousais, comme les roses que je cultivais, comme l'amour que je donnais et recevais enfin librement. Le soleil continuait sa course dans le ciel, projetant des ombres mouvantes sur notre petit groupe. Et moi, Christine Lemaire, ancienne femme au foyer, ancienne épouse trompée, ancienne mère rejetée, maintenant entrepreneuse, maintenant propriétaire, maintenant grand-mère adorée, je savais enfin qui j'étais et où était ma place dans ce monde. Chez moi, vraiment chez moi.